bienvenue à toutes et à tous sur l'épisode 69 du Brap Show. On va parler Supercross de Birmingham, on va parler MXGP d'Andalusia, ou d'Andalousie pour les francophones comme moi. Merci MGT Design, merci MGT Design Raceware, avec nous depuis toujours. Merci bien sûr Mr. Brap qui va décortiquer tout ce week-end avec moi. Et on va tout de suite parler de Hunter Lawrence qui, pour moi, petit fan de Tomac, fait quand même très très peur. Il a gagné 3 des 4 dernières courses. La seule qui ne gagne pas, c'est Daytona. Il finit deuxième. Il gagne avant le break, il gagne après le break. Puis Ken Roczen était bon ce week-end, mais Hunter Lawrence était meilleur. Pas forcément en vitesse, mais il y a tout le package, quoi. C'est les bons départs, c'est le physique qui flanche pas, la vitesse qui est bonne. Il est rarement le meilleur, si pas jamais. Il est rarement le meilleur aux essais, Hunter. Mais par contre, en finale, les chronos, ils sont là. Et c'est toujours vraiment la vitesse, l'endurance, la technique. Il se fait, quand on le voit à l'écran, en tout cas, il a l'air de jamais se faire peur. Pas d'erreur presque. Ouais, autant au début d'année, on disait ouais, il a Tomac, mais là, Clément, il reste que 7 courses. Il y a 9 points d'écart. Et j'ai noté cette petite question pour toi. Est-ce qu'on est toujours sur plutôt Tomac pour le pronostic ou maintenant Tomac Lawrence? Est-ce que ça a changé là, à cette course de la fin? J'ai l'impression que ça fait un peu facile effectivement de retourner la veste au moment où il gagne et qu'il prend un petit peu d'avance, mais effectivement je trouve qu'il enfonce un peu le clou ce week-end. Et surtout un Tomac qui n'a pas pu rivaliser. C'est vrai qu'au début de saison, quand Tomac ne finissait pas devant, c'était des erreurs de sa part, des chutes en début de manche, pendant la manche. Enfin voilà, c'était vraiment des erreurs directes qui lui ont fait perdre beaucoup de points, mais il était vraiment quand même dominateur. Que là, pour le coup, il n'a pas fait d'erreur en particulier. Il n'est pas tombé et il s'est fait distancer. Il n'a pas réussi, il a pas réussi à le battre et à rester dans sa roue même, ou ne serait-ce qu'à revenir un petit peu. Donc effectivement, ce 30 secondes, il me semble. Hein. Ouais, ça se peut parce que... Je crois que tu as les résultats sous les yeux, mais à un moment donné, il était déjà à plus de 20 secondes d'Hunter. Ouais, je peux te dire que moi, ça m'a fait mal à ma fierté. En tout cas, j'ai le meilleur temps de Tomac qui est en 52-396 et celui de Hunter Lawrence en 51-783. Donc voilà, déjà, même sur le meilleur temps, il n'y est pas. Et effectivement, il s'est quand même fait distancer. Il n'était pas au rendez-vous quoi, ce week-end. Donc c'est sûr que sachant que Hunter est premier et qu'il avait déjà quelques points d'avance, là il enfonce encore plus le clou, il prend encore plus d'avance et en plus il les prend cette fois-ci mais avec la manière. Il les prend pas sur une erreur de manière un peu opportuniste comme il a pu le faire un peu on va dire avant, même si il était très bon. Encore une fois, c'est un peu comme un Cooper Webb, il faut être là au bon moment, même s'il gagnait pas énormément, il était sur tous les podiums et puis quand Tomac flanchait, lui il était quand même là sur le podium, donc il marquait des points. Que là, pour le coup, Tomac est sur le podium, mais il n'a rien pu faire, il n'a pas chuté. Et, à voir du coup les autres, parce que je me dis, est-ce que c'était un week-end sans pour Tomac? Il peut y avoir des week-ends sans, même quand tu tombes pas, et juste un week-end ou sur une piste, où tu te sens pas très bien, les réglages de la moto, j'en sais rien, tout plein de paramètres. Donc à voir en fait avec les prochaines épreuves, est-ce que Hunter continue en fait lui sa progression? Ou est-ce que Tomac était juste à côté de la plaque, un peu, enfin à côté de la plaque, quand même sur le podium, hein, mais par rapport à la victoire, effectivement, on ne l'attendait pas à cet endroit, à ce niveau-là. Et là, ça va commencer à être chaud s'il n'inverse pas la tendance dès la semaine prochaine. Ouais. Quand Sexton est monté pour la deuxième année de Sexton en 450, Steve Matthes dans les previews Racer X à chaque fois disait que Sexton il allait faire une McGrath 93 où il allait commencer à gagner plein de courses et tout. Il faisait le parallèle parce qu'il était sur Honda. Et j'avoue que là, Hunter Lawrence, il me fait peur parce qu'en gagnant les 3 des 4 dernières, depuis qu'il a gagné sa première course, les résultats sont quand même excellents. Et en fait, tu sais, depuis le début de l'année, on disait Hunter, il n'a pas encore eu de mauvaise course, il n'a pas encore eu de mauvais résultats, ça va finir par arriver, c'est obligé en 17 courses. Mais rappelons-nous de Ryan Dungey, ça arrive pas forcément au final. Tu as des mecs qui arrivent à être suffisamment réguliers et à avoir un petit peu de réussite aussi, à pas se retrouver dans des situations vraiment, vraiment dramatiques, mais qui arrivent du coup à faire des top 5, 17 courses de suite, quoi. C'est pas non plus impossible. Pendant son pire résultat, c'est pas une 4e place justement, jusque-là? Ouais, pour l'instant, c'est 4e son pire résultat à Hunter. Donc c'est quand même un excellent pire résultat. Ouais, c'est clair, au pied du podium, c'est pas mal comme pire résultat.
Donc, ouais, non, c'est vrai que. Et puis, voilà, il semble progresser au fil de la saison quand même, et puis le résultat le montre. Donc, au final, il devient un vrai client pour les victoires. Euh, Là, je me dis, à la place de Tomac, mince, j'aurais pas dû laisser s'échapper ces points-là au début, quoi. Quand lui, parce que lui, sa pire place, c'est 12e à Tomac, si je dis pas de bêtises. Ouais, 12 ou 13 à Glendale, ouais. Donc c'est sûr que lui, il doit repenser à ses pires résultats et se dit si c'était une quatrième place aussi mon pire résultat, j'en serais pas là. Mais bon, quoi qu'il arrive, ça sert à rien de repenser à ce qui est passé, ce qui est fait est fait. Maintenant, faut juste être au rendez-vous sur les prochaines et retrouver un peu la. Parce que en plus, même voilà, par rapport à un Roxen, après Roxen a très bien roulé, on ira dessus, mais bah là pour le coup, il était devant Roxen, il s'est fait doubler et c'est vrai que c'était pas trop le Tomac. Donc je sais pas si c'est les deux qui ont vraiment excellé comparé au reste du plateau. Parce que quand même, ils ont fini loin devant un paquet de monde. Hein. Un Cooper Webb qui finit sixième, mais à plus de 40 secondes. Pas, à quelques secondes, j'ai vu voilà, un article comme ça là, sur Facebook, à quelques secondes de se faire prendre un tour, le champion en Mm. titre. Donc c'est chaud. Mais donc ouais, ils ont quand même distancé les gars. Et donc c'est qu'ils avaient quand même un gros rythme. Mais bon, ouais, Tomac, ça pose un petit peu question. Et pourtant, Webb, quand tu le regardes rouler aux essais ou tout seul sur la piste, il est pas aux fraises cette année. Enfin, tu te dis pas, Webb, ça va. S'il est tout seul sur la piste, tu te dis pas, Webb, c'est moins bien que l'année dernière, tu vois. Hmm. Et lui-même dit qu'il pense qu'il est encore plus rapide que l'année dernière. Alors après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On peut pas vraiment savoir parce que de toute façon les terrains sont pas pareils et même si c'était les mêmes tracés, les conditions changent, etc. Mais puis tu vois, enfin, on avait déjà entendu McGrath quand il a roulé en 2006, qu'il était à nouveau sur une Honda, et il disait que il pensait être peut-être encore plus rapide que quand il gagnait des titres et pourtant bah, il finissait 20 ou 30 secondes derrière Stewart, Carmichael et Reed. Et encore, les courses qu'il faisait, il finissait même pas forcément quatrième. Donc, parce qu'il y avait aussi même d'autres mecs où le niveau, et je sais pas si le niveau avait tant progressé par rapport à McGrath. Après, il y a aussi enfin, la moto et les pistes qui ont changé. Mais lui, il roulait en 2006, il roulait sur une moto de 2006 aussi. Donc, le paramètre moto, il rentrait pas trop en compte. Donc, voilà, quand Webb, il dit qu'il est encore plus rapide, enfin, qu'il pense qu'il roule encore mieux que l'année dernière et que les résultats ne suivent pas. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a un petit peu de désillusion? Je sais pas trop, mais c'est vrai que de toute façon, moi, de mon point de vue de fan sur le canapé, Webb, il est pas ridicule quand il roule, il paraît pas lent, et c'est vrai qu'il prend 40 secondes par Hunter. Et comme tu dis pour Tomac, si moi je peux te dire que j'étais pas bien, hein. Dimanche j'ai regardé en replay. Après la finale, j'étais pas bien, hein, parce que c'est qu'en plus il perd pas 3 points, il en perd 5 en se faisant doubler en plus par Roxen. Donc et comme tu dis, moi j'étais euh, il était genre abattu en fait, genre impuissant, voilà, incapable de faire quoi que ce soit. C'est de toute façon, tout ce qu'il faisait, c'était regarder Hunter et Roxanne partir, quoi. C'était très frustrant. Ouais, c'est vrai que pour revenir à Webb, je le trouve aux essais même agressif, plus agressif que d'habitude quand il roule, à pas mal scrubber, à allonger le saut d'arrivée, se mettre à plat derrière pour vraiment essayer de gratter des dixièmes. Donc c'est vrai que quand tu le regardes rouler tout seul, tu te dis pas que euh, qu'il est aux fraises, mais enfin là, je vois qu'un Justin Cooper, Malcolm Stewart, ça finit devant lui. Je sais pas s'il a chuté ou pas du coup dans la finale Cooper Webb, parce qu'il me semble qu'il était quand même un peu mieux placé en début de finale. Je me souviens plus exactement de ses positions, mais il me semble qu'il était devant ces gars-là et que bah, potentiellement il se serait même fait doubler. Donc après, il y a peut-être eu une petite chute ou une erreur, j'en sais rien. Mais bon, c'est sûr que quoi qu'il arrive, ça fait plusieurs week-ends d'affilée bah, qu'il n'est pas au niveau des premiers et qu'il n'est pas là pour jouer le titre ou ne serait-ce que des victoires. Et qu'au final, la seule victoire qu'il a, c'est aussi sans gagner de manche lors d'une Triple Crown. Donc. Ouais, compliqué cette année pour Cooper Webb et bon, c'est à peu près sûr du coup que ça le fera pas. Hein. On dit à chaque fois, faut pas le mettre de côté, faut pas l'oublier, etc. Je pense que pour cette année, on peut l'oublier. Et Ouais, bah il y en a quand même trois qui sont au-dessus de lui à la régulière, presque constamment, quoi. Évidemment, il va y avoir un circuit où peut-être qu'il sera meilleur que Eli, ou peut-être qu'il sera meilleur que Ken, et très peu probable qu'il sera meilleur que Hunter. Mais dans l'ensemble, ouais, je pense. Encore, il n'y a pas trop de retard sur Hunter, sur Ken Roxen, mais je pense pas qu'il refera son retard en cette course sur Hunter et Eli. Et à mon avis, Roxen va continuer à s'installer un peu plus en troisième position au championnat. J'aimerais revenir quand même un petit peu sur Eli, parce que moi, en plus, j'étais vraiment. Mais même pendant la. Je fumais, en fait, pendant la finale, parce que dans les whoops, il prenait la trace en V, là, qui, bah, quand tu dribbles, c'est nul.
Alors que il a doublé Justin Cooper dans les whoops. Non, il double Jorge Prado dans les whoops en prenant tout à droite. Et donc, il a dû se rendre compte que les whoops étaient plus fraîches et que pour dribbler, c'était quand même mieux. Et il aurait dû rester là-dessus parce qu'en plus, tu gardais plus d'élan dans ton virage, tu pouvais mieux dribbler les whoops. Et c'est là qu'il se fait déposer ensuite par Roxen. Et après ça, il ajuste pas non plus. Et je me dis qu'il a aussi obligatoirement regardé la finale 250, ne serait-ce que depuis le tunnel sur le grand écran dans le stade. Et tu la vois, les trajectoires de Digan qui remontent quand même de la 10e à la première place, où il prend l'intérieur sur la butte avant le saut d'arrivée, qui gagne quand même pas mal de temps. Il fait le triple derrière table quadruple dans l'enchaînement, qui ça gagne peut-être pas forcément de temps, mais peut-être plus constant pour se positionner sur le quart de tour à gauche derrière. Et encore, je dis, il gagne pas forcément de temps, mais c'est pareil, Roxen, quand il pouvait, le faisait en finale 450. Et Roxen allait à fond, quoi. Donc probablement que c'était la trajectoire la plus rapide. J'ai trouvé que Tomac, il est resté dans ses traces sans jamais vraiment chercher la trace la plus rapide. Et dans la double trajectoire, en finale, la meilleure, ça semblait clairement être intérieur puis extérieur. Ça t'ouvrait ton virage à gauche pour l'enchaînement derrière. Et ouais, tout ça, c'est des trajectoires que Tomac, il n'a pas prises. Et moi, ça m'a énervé. Ouais, moi, dans les whoops, je trouve que j'en parle régulièrement, mais Tomac, encore une fois, ça allait dedans. En fait, t'as l'impression qu'il veut les enrouler, les whoops, tu vois, et pas aller taper sur le dessus. Donc, je sais pas s'il il a une appréhension peut-être sur les whoops, justement, qui sont un peu défoncés. Mais tu le vois qu'il n'y a pas de recherche d'aller vraiment sur les crêtes. Et ce qui est la technique la plus rapide. Et pourtant, on l'a vu encore une fois au SX de Paris. Bon, ça remonte maintenant à quelques années, mais quand ils sont bien faits, bien ronds comme ça avec Roxen, les deux là, ils passaient dessus. C'était presque une ligne droite. Donc, il sait aller taper le dessus des crêtes. Mais effectivement, dès que les whoops deviennent défoncés, donc peut-être, là c'était clairement le cas, et puis de toute façon ils sont toujours plus défoncés que SX de Paris, les whoops en Supercross US, bah tout de suite tu vois que là ouais il fait piocher la moto quoi, elle va vraiment à l'intérieur, et puis même pour lui tu vois son corps du coup, que tu la vois aller à chaque fois dedans, je me dis mais moi je fais un passage comme ça et je m'arrête quoi, tu vois, je peux pas faire plus, et de toute façon, c'est pas la façon la plus rapide de passer. Et ouais, j'ai l'impression qu'il cherche à se mettre en sécurité en allant vraiment bas dans les whoops et en prenant ensuite cette trace justement qui est la plus abîmée et en V, où les whoops sont moins gros. Mais quand tu veux dribbler vite, t'as vite fait justement d'avoir un droite-gauche et d'être par terre avec cette trajectoire-là. Donc je pense que c'est un gros point faible pour Tomac, les whoops, et notamment ce week-end en tout cas. Et on l'a vu de toute façon face à un Roxen. Après, Roxen était clairement le meilleur dans les whoops sur cette finale. Même par rapport à un Lorenz, ça allait beaucoup plus vite. Mais voilà, juste un Lorenz aussi qui ne survolait pas les whoops. Tu voyais qu'en dribblant et plus sur les extrémités, ça passait quand même plus vite qu'un Tomac. Donc, ouais, peut-être vraiment pas à l'aise. En général, c'est comme ça aussi, hein. Quand t'es pas à l'aise, t'as un peu du mal à sortir tes trajectoires, t'as du mal à te dire bon bah allez, même si au final c'est peut-être là que tu devrais plus te le dire. Genre je suis pas à l'aise, bah je vais aller essayer autre chose. Peut-être que je trouverai quelque chose. Là, c'est difficile. T'es en position, t'es troisième, tu te dis bon à la fois je suis pas trop mal. C'est peut-être pas le moment non plus aussi d'aller perdre encore plus de temps, à aller chercher de nouvelles trajectoires ou des trajectoires sur lesquelles je serais pas à l'aise. Et donc il Ouais, s'est mais quand t'es renfermé. 15 secondes derrière le premier, c'est bon, c'est le moment d'essayer quelque chose. Ouais, mais c'est aussi trop tard. Enfin, tu te dis 15 C'est aussi secondes trop tard, et ouais. que t'es pas à l'aise, tu te dis c'est pas parce que je vais aller chercher un extérieur puis un intérieur que d'un seul coup je vais rattraper ces 15 secondes. Et voilà, donc je pense que quand il arrive à 15 secondes, il se dit bon bah je vais rester sur le truc où je suis un peu safe et essayer d'y rester à cette troisième place plutôt que de me réinventer et aller chercher devant. Donc même Mais si à la encore une limite, fois. tu vois, pour les whoops, on peut lui. Voilà, allez, si on veut lui donner l'excuse de la sécurité, il se sentait pas, il était pas à l'aise, prenons. Même si tu vois, même sa façon de dribbler les whoops à lui, de toute façon, quand il a doublé Prato, il prenait mieux les whoops en les prenant tout à droite que en prenant dans la trace, qui est beaucoup moins constante, puisque comme tu dis, une fois sur deux, tu vas aller prendre la partie un peu en pente et ça va t'envoyer sur les côtés. Mais les trajectoires de Digan, de prendre l'intérieur sur la butte, qui était quand même plus rapide, et de faire le triple derrière table quadruple, ça, il a pas d'excuse. Il aurait dû le voir et il aurait dû. C'est les trajectoires avec lesquelles il aurait dû commencer sa finale. Bah, dans l'enchaînement derrière table,
Moi, je trouve que c'était kiff-kiff. Tu perdais un peu au début et milieu de l'enchaînement quand tu faisais derrière table quadruple, mais vu que tu finissais avec un petit double à la fin, là, tu regagnais un petit peu. Donc, en soi, moi, je trouve que c'était un peu kiff-kiff. Mais par contre, effectivement, vu que ça le faisait moins, après, je sais pas, je ne l'ai pas spécialement vu à l'écran, je sais pas si c'est raté sur cet enchaînement, mais étant donné que ça se faisait moins, je pense que les transitions étaient plus propres aussi. Et donc, bah, c'est pareil, ça soulage, tu consommes moins d'énergie quand tu as une piste qui est billard. Donc je pense que l'avantage de cette trajectoire, étant donné que c'était kiff-kiff, c'était d'avoir une piste un peu plus neuve et d'être un peu plus relax quand tu arrivais sur cet enchaînement. Mais ensuite, effectivement, celui l'intérieur, avant le saut d'arrivée, celui-là, c'était quand même assez évident qu'il était plus rapide. Et effectivement, je suis assez étonné que tout le monde ne l'ait pas pris après la finale de 150. Allez, un petit dernier truc sur Tomac quand même que je voudrais aborder, et puis après on va passer quand même à d'autres pilotes parce qu'on va pas faire 2 heures d'Eli Tomac, mais Ah non, pas aujourd'hui, non. Pas après ce week-end, là, hors de question. mais en fait, je trouve que la moto est encore trop molle et peut-être encore plus molle qu'en début d'année. Et en fait, il y a deux aspects à ça. Donc la moto, je la trouve trop molle et je trouve qu'il roule pas comme en début d'année en fait. Donc là, à Birmingham, l'enchaînement justement après les whoops, à un moment, je le vois tirer sur le guidon pour faire juste le double parce qu'il avait pris dans l'intérieur le virage, je sais plus quoi. Et en gros, je vois le garde-boue et la roue se séparer comme ça, mais sans vraiment envoyer la moto en l'air. Et donc, je me dis, le mec, il prend une impulsion et la moto, elle monte même pas, en fait. Donc, déjà là, je me dis, ça a l'air tellement mou que ça monte pas. Je me dis, c'est trop bizarre. Et ensuite, et c'était déjà le cas même à Daytona quand il gagne, je trouve qu'il saute beaucoup plus droit et beaucoup plus roue avant en l'air, comme on l'a vu beaucoup faire sur la Yamaha, alors qu'en début d'année, c'était beaucoup moins le cas. Il se crevait énormément, il roulait plus en piquant du nez dans les sauts, dans les enchaînements, je trouvais. Et je ne sais pas si c'est une question de terre plus molle, il se sent moins d'être sur l'avant ou quoi, ou si c'est des réglages de moto qui ont changé, mais je trouve qu'il a un pilotage qui est moins propre, moins beau et moins efficace qu'en début d'année en finale. C'est vrai qu'il paraît quand même moins à l'aise justement. Effectivement, je vois moins de scrub dans les enchaînements, moins de recherche de vitesse. Après, effectivement, c'est peut-être lié justement à une fourche plus molle. Il doit peut-être ramollir encore quand il y a les circuits justement qui sont un peu qui se trouvent facilement et qui sont pleins d'ornières. Et donc derrière, quand il a la fourche plus molle, bah, il se dit je vais mettre le nez en haut et rater plutôt avec la roue arrière en premier. Ça me fera moins mal. Donc c'est peut-être lié à des réglages de moto effectivement, mais c'est sûr que ouais, je le voyais moins scrubé, moins recherche de vitesse dans les enchaînements. Donc ouais, à voir la suite si c'est vraiment ce week-end là qui était pas à l'aise sur la piste, sur la moto, et qu'on retrouve le Tomac du début d'année, parce que bah, sinon cette fin de saison va être un peu moins passionnante, quoi. Mais c'est vrai que pour lui, là, ça commence à être un peu chaud parce que donc il reste 7 courses. Là, si à Détroit, il repère même ne serait-ce que 3 points, ça veut dire qu'il a 6 courses pour attraper 12 points et même, j'ai envie de dire 13 pour avoir un point de plus qu'Hunter. Et on se retrouve dans une situation très vite, un peu comme Sexton l'année dernière, où il fallait qu'il gagne tout, tu vois. Ouais, parce Et qu'en plus, Hunter, justement, quand il gagne pas, il est quand même très, très souvent sur le podium. ouais. Donc, même si là, c'est encore que 9 points et qu'il reste 7 courses, j'ai limite envie de dire que Tomac, il commence déjà à jouer son championnat dès ce week-end parce que il aura plus aucune marge de manœuvre s'il reprend pas des points sur Hunter ce week-end. Ouais, je suis d'accord. Bon, et sinon, je voudrais parler quand même de Ken Roczen qui faiblit pas. On parlait en plus avant le break, on disait que peut-être que le break c'était à lui que ça allait plus bénéficier parce que on commençait à sentir un petit peu une petite baisse de régime de mi-saison comme il a souvent. Et là, moi j'ai trouvé qu'il part assez loin, il tient toute la manche. Après, Hunter, il a certainement géré un petit peu son avance aussi, puis il y avait les retardataires. Mais n'empêche que moi je pense que le Roczen de l'année dernière, le Roczen de sa dernière année sur Honda et de toutes les années qui ont suivi jusqu'à maintenant, il finit pas à 4 secondes d'Hunter dans cette finale-là. Ouais, je suis d'accord. Après, il faiblit pas, je pense un petit peu quand même. Et tu vois, j'ai cherché les temps tour par tour, je les ai pas trouvés. Après, je les ai cherchés juste après, donc peut-être qu'il y avait personne encore qui avait pu les publier. Mais j'aurais aimé les voir parce qu'effectivement, quand je l'ai vu en début de finale, je regardais que Roxen, moi, pour le coup. Je m'attendais vraiment, quand je le voyais passer dans les whoops et tout, je me suis dit, oh là, ça remonte et il va aller le prendre aussi, Hunter. Franchement, personne n'avait rien pour lui, quoi, à ce moment-là, et il recollait quand même sur Hunter malgré tout.
Et au final, une fois qu'il s'est retrouvé deuxième, encore une fois, je ne sais pas si c'est un blocage psychologique ou si physiquement on arrive dans la partie de manche où ça devient plus difficile, mais ça a stagné. Et après, c'est resté toute la manche avec le même écart. Je pense que vers la fin, voilà, il est revenu un petit peu, mais avec un Hunter justement qui gérait et peut-être aussi des retardataires qui affectaient l'écart. Mais j'ai été déçu parce que avant ça, au contraire, j'ai été surpris et c'était grave encourageant et je le voyais aller la gagner en gardant ce rythme-là, même si voilà, avec un peu de réserve parce qu'on sait que il peut craquer sur la fin. Mais ouais, une vitesse dans les whoops, même par rapport à Hunter, je te dis, et tout le reste, il le faisait très bien aussi. Donc je me suis dit, il n'y a pas de raison. Et au final, ça a bloqué, quoi. Arrivé en deuxième position, l'écart restait quasiment le même et ça recollait plus. Et là, je me suis dit, zut, parce que non, il va pas aller la gagner, ça reste comme ça se resserre pas et relou quoi, parce que ouais, j'aurais bien aimé qu'il aille la gagner comme ça, surtout avec la manière, en partant effectivement au top 10 ou en dehors même, et en passant tout le monde avec une belle vitesse, meilleur temps en course, donc ouais, dommage. Ouais, mais je vais te donner mon analyse. Parce que je pense qu'il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Déjà, tu sais, ils parlent souvent, les commentateurs, du fait que Roxane il est très explosif. C'est un peu dans son métabolisme. Il a ce qu'ils appellent ce fast twitch muscle. Donc, je ne sais pas trop comment ça se dit en français parce que je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais que, donc, en gros, il a des muscles qui sont plus faits pour l'explosivité que l'endurance. Et là où j'ai l'impression que Hunter, c'est plus l'inverse, puisque Hunter, on lui reproche souvent d'être un peu plus réservé en début de manche et de vraiment. Daytona, il sort son meilleur tour sur le dernier tour, un peu à la Cairoli de la grande époque, tu vois. Il est souvent plus efficace sur la distance et il met un peu du temps à se mettre dedans, Hunter, et il est plus fort sur la fin. Donc je pense qu'on a un petit peu déjà ces deux paramètres-là qui sont venus s'entrechoquer au milieu, là où Hunter a peut-être commencé à se sentir mieux et à soit maintenir le rythme, soit peut-être même l'élever un petit peu. Et Ken qui justement avait peut-être un petit peu passé ce laps de temps d'explosivité et où il entre dans une zone où, au niveau de son endurance où c'est peut-être un peu plus difficile. Après, il y a aussi au niveau de la piste qui se détériore et en deuxième moitié de manche, j'ai vu une ou deux fois, il ratait par exemple son triple quadruple après le saut d'arrivée, où on le voyait du coup sauter derrière la table, mais l'accrocher un petit peu et être obligé du coup de faire aussi juste triple derrière table et retriple. Donc là, c'est des cas où c'est une trajectoire où tu perds du temps quand tu n'arrives pas à faire la bonne trajectoire. Donc je pense qu'il y a eu un petit peu des petites choses comme ça qui l'ont empêché de revenir fort non-stop. Mais après, moi, je parlais plus, quand je disais qu'il faiblissait pas, je parlais plus au niveau vraiment à l'échelle du championnat, où on est à la 10e épreuve. Et Roxen était. Enfin, je sais pas si je pense que c'est lui qui a le tour le plus rapide de la finale, non? Ouais. Ouais, Roxen sort le meilleur tour de la finale, roule très fort. Et quand même, tout du long, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a eu une petite baisse. Enfin, il est moins remonté en deuxième moitié de manche. Mais sur les 3-4 dernières minutes, il lâche pas, il continue de grappiller du terrain, là où Hunter, peut-être que c'est des retardataires, peut-être que c'est de la gestion de course, mais qu'importe, tu vois. Ken, lui, n'était pas dans la gestion, il a continué de pousser pour essayer d'obtenir le meilleur résultat possible, et c'est quelque chose qu'à la 10e épreuve, on n'a pas souvent vu de la part de Ken Roczen. Non, oui, par rapport à ça, sur le long terme et question championnat, et même quand tu le compares, un Webb, il est devant Webb, il dépasse Webb, il dépose Webb. On sait que dans les années précédentes, c'était lui qui finissait derrière. Et même quand il était capable peut-être de le doubler ou de le titiller en début de manche, effectivement, ça craquait sur la fin et donc ça finissait quand même derrière. Donc c'est sûr qu'il y a une évolution et que depuis les dernières années, c'est peut-être l'une de ses meilleures années en 450 en Supercross. Ça, c'est évident. Mais effectivement, ouais, moi, je suis un peu déçu du résultat parce que de la façon dont il roulait et surtout au début, enfin, même plus qu'au début, je pense qu'on est presque sur les 10 premières minutes, tu vois. Parce que, oui, les fibres musculaires blanches, je crois, c'est celles-ci là, qui sont les fibres musculaires rapides. C'est rapide, mais pareil, pas sur 10 minutes. C'est même plus court que ça. Donc, même après 10 minutes, il était encore au taquet et je pense à recoller avec Hunter. Et puis ensuite, ouais, il y a eu ce gap où il le voyait au bout de l'enchaînement. Et c'est resté comme ça jusqu'à la fin. Et donc, c'est vrai que j'étais un peu déçu parce qu'effectivement, meilleur temps autour, ça envoyait du pâté, même dans les whoops, les passages dans les whoops. Je me suis dit, Ouais. et là, il a appris de Davis avant la pause, tu vois. Il l'a vu, il s'est dit, oh, c'est pas un minot de 17 piges qui va venir nous apprendre comment on passe des whoops. Et là, il s'est réveillé, les passages dans les whoops, des whoops déglingués en plus.
Franchement, j'étais choqué et j'étais content. Et ouais, j'aurais vraiment aimé qu'il aille la gagner, celle-ci, pour le coup. Bon, sinon, petite mention pour Justin Bogle qui remplace Jason Anderson, a priori pour tout le Supercross pour l'instant. Donc, je m'attendais pas à le voir en finale. Quand j'ai vu que Justin Bogle venait, alors c'est vrai il nous manque quelques pilotes puisque Sexton est encore absent, Ferrandis et Barcia sont toujours pas là. On a récupéré Prado par contre. Il nous manque peut-être. Plessinger n'était pas là ce week-end. Si, je me souviens plus. Si, il était là et je crois Si, qu'il mais est reparti encore. Il s'est fait mal encore, ouais, non? je vois qu'il s'est fait mal. Ouais, il finit 21. Ouais, mais si, il était là puisque j'ai filmé son pantalon sur Instagram. C'est vrai. Pour ceux qui n'auraient pas vu, n'hésitez pas à aller voir l'Instagram du Brap Show. Il y a un petit réel où on compare un petit peu le pantalon Thor de Aaron Plessinger avec les pantalons MGT Design Racewear, parce qu'il faut quand même savoir que MGT Design Racewear, c'est des tenues de cross qui sont proches du corps, mais pas dans le corps, à l'inverse du pantalon de Plessinger qui lui rentre complètement dans l'arrêt. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à contacter aussi MGT Design Racewear sur Instagram si vous avez envie de petites tenues 200% perso ou pas. Ce sera numéro et nom de famille ou pseudo, ce que vous voulez dans le dos en sublimation, avec aussi les petits logos des sponsors. Donc c'est encore mieux que le flocage. Hein. Et ils sauront vous satisfaire. Et donc, je parlais de Bogle, ouais, je pensais pas qu'il serait... Parce que il a fait quelques courses en Europe sur la Stark pendant 2 ans. Après, l'année dernière, je crois qu'il a un peu rien fait du tout. Moi, je croyais que c'était vraiment retraite. Alors, apparemment, il roulait, justement, il se tenait prêt pour si jamais il y avait un remplacement qui était possible ou quoi. Mais ouais, je pensais pas qu'à la première, il irait en finale. Non, moi non plus, je me suis dit justement, il va jouer la qualif en finale en fait. Et il se qualifie sixième, je crois, de sa hit. Donc quand je le vois sixième, je fais ah ouais, pardon monsieur, parce qu'effectivement, du roulage en Europe, enfin je l'ai vu à Saint-Ibéry ou à Six Tour, hein, il faisait le Six Tour avec Stark en France là. Donc et enfin ça finissait pas les finales, ça gagnait pas, c'était en Six Tour, donc il y avait pas énormément de monde. Enfin c'est pas le Six US quoi. Donc quand je l'ai vu là-bas, déjà, je me suis dit mais pourquoi lui? Pourquoi Bogle en fait? Genre il a des contacts, c'est pas possible. Pourquoi ils ont pensé C'est à le lui? pote de Nichols. Ah, c'est pour ça. Euh, et au final, bah, il n'a pas démérité. J'ai vu sur son Insta qu'il disait qu'il avait eu un peu mal au bras en finale pour cette première, mais que c'était Ouais, cool mais de j'ai envie de revenir. dire que de toute façon, il est allé en finale pour la première. Déjà là, c'était réussi. Ouais, À partir du moment où il faisait tous les tours sans se fracasser, c'était un succès ce week-end, j'ai envie de dire. c'est ça. Et puis, dès les essais, je crois que c'est pendant les essais, tu le vois partir en roue arrière lors du lancement des essais. Je me suis dit, ouais, c'est toujours le même, quoi. Il est là pour kiffer, pour le coup. Hmm. C'est cool à voir. C'est plus le Ouais. Bogle qui met des tartes à Malcolm Stewart quand il se prend un bloc pass. Là. Enfin, quoique, faut pas l'énerver, faut pas lui mettre un bloc pass parce que on l'a déjà vu en prenant un tour, aller découper Barcia et le foutre dehors. Oui. Ces passages-là aussi mémorables. Donc, faut pas l'énerver, le garçon. Hein. Il va pas te crier dessus, mais par contre, il va te le rendre sur la piste. Ouais. Mais non, j'espère qu'il se fera pas mal, qu'il va réussir à se qualifier à toutes les finales. Et honnêtement, après, moi, il peut faire 22e de toutes les finales. Tant qu'il se fait pas mal et qu'il rentre en finale, je trouve que c'est. Pour Bogle, c'est top, je trouve. Parce que, étant donné qu'il il finit combien là du coup de la finale? Parce que, étant donné qu'il a quand même passé pas mal de temps loin du Supercross US et que ces dernières années c'était pas fou et qu'il a eu beaucoup de blessures au fil de sa carrière, je trouve que au point où il en est, déjà de réussir à se qualifier parmi quand même les meilleurs pilotes du monde, c'est top. Il a fini 18e. Ouais, ok, bah, tu vois. Enfin, Avec le moins bon temps en course. ouais, mais franchement, je trouve ça bien. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Évidemment, t'es Justin Bogle, t'as déjà gagné un titre 250, tu pourrais espérer plus, mais quand tu prends tout en considération, Enfin, il finit après, derrière Craig. Hein. hein, Il finit derrière Craig, 17. Craig 17. Ouais. Tu vois, Craig, après ce qu'il a fait en Supercross, en championnat du monde de Supercross, j'en aurais attendu un peu plus. Après, je me rappelle qu'il est quand même tombé à Seattle. Je sais pas si depuis Seattle, il roule avec deux doigts fractures cassés, dans hein. son petit doigt, je crois, ou un truc comme ça, ou c'est dans la main directement. Donc, j'imagine qu'il est encore peut-être un peu diminué. Peut-être qu'il peut pas s'entraîner comme il veut, Craig. Donc ouais, il y a de ça. À Détroit, ce week-end, on va retrouver Dylan. Ouais.
Et moi, j'avoue que après les essais qu'ils nous avaient fait à Daytona, et que soi-disant ils avaient trouvé quelque chose sur la moto, j'ai très hâte de voir si vraiment c'est une question de confort sur la moto ou si c'était plus Daytona qui était en plus avait moins de sauts cette année et donc quand même le Supercross le plus motocross du circuit. Donc ouais, je suis curieux de voir ce que ça va donner avec Dylan et où est-ce qu'il va se positionner pour son retour. Ouais, en plus, il a mis une petite story Insta en disant bootcamp cette semaine et on reprend du service. Donc, ma foi, tu vois, moi, quand il l'emploie des mots comme ça, c'est au purée, ça va jouer la gagne. Tu vois, tout de suite, j'ai un élan d'espoir à chaque Moi, fois. je l'ai pris second degré par contre. Quand il dit, parce qu'il a dit on se fait un bootcamp d'une semaine quand même. Bah oui, du coup, c'est très court, mais genre, ça, moi, je l'ai plus pris, genre, ça annonce, bah là, c'est parti, je roule tous les jours cette semaine, le pouce va bien et je roule tous les jours cette semaine et on y retourne. Donc après, Ouais, effectivement, mais alors après Dylan, on le connaît. En plus, pour le coup, il est généralement plutôt honnête. Mais donc voilà, s'il roule toute la semaine, après, il va arriver samedi, il va dire ouais, je suis un peu fatigué. Non, mais ouais, moi aussi, j'ai hâte de le voir. Et puis je te dis, dès qu'il emploie des mots comme ça, un peu, ça me. Ouais, là, le meilleur châssis en supercross, des trucs comme ça, à chaque fois, ça me donne plein d'espoir. Après, je suis un peu déçu du coup, parce que bah, j'aimerais le voir, j'aimerais avoir le Ferrandis des grandes années en 250. Mais, et d'ailleurs, enfin, pour refaire la petite comparaison, tu vois, je repense à chaque fois en 250, il sautait pas si haut en 250. Dans les enchaînements. Donc je pense qu'il a vraiment du mal avec le passage en 450, je pense qu'il a vraiment eu du mal à jauger la puissance de la moto par rapport aux enchaînements et je pense que c'est du coup moins évident pour lui et il a peut-être dû se faire peur de quelques fois, tu vois, sur certains enchaînements, peut-être avec des chutes. Et je pense que du coup, c'était moins évident pour lui d'aller vite dans les enchaînements en jaugeant un peu la puissance de la moto. Oui, mais quand c'est le saut d'arrivée à Arlington et il se fait doubler par Sexton, là, il n'y a pas d'excuse. C'est juste un double, il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. D'ailleurs, on retrouve peut-être Sexton aussi ce week-end. Parce qu'il a mis 2-3 stories lui aussi en disant qu'il sait toujours faire de la moto et que. Il y a une course de natation ce week-end. Ah, on va peut-être leur voir faire un peu de moto devant nous, quoi. Ouais, bah écoute, je le souhaite, hein, mais. Ouais, et puis ce serait bien pour Sexton que ça se débloque un peu. S'il peut venir se mettre entre Tomac et Hunter, tant que Tomac finit, réussit à se mettre devant tout le monde, moi ça me va. Hein. Et d'ailleurs, Prado, qui fait 7ème, a un meilleur temps que Cooper Webb, un meilleur temps autour. Je voulais quand même le mentionner. Parce qu'on Ah ouais. on parle de Webb qui pense rouler plus vite que l'année dernière, etc. Donc Prado a progressé de sûr. Mais au point d'être derrière lui sur le meilleur temps, pareil avec. Malcolm Stewart a fait un moins bon temps. Et Justin Cooper aussi qui finissent devant Webb et Prado. Mais ouais, Prado qui fait quand même un meilleur temps que Webb. Ouais, et pour revenir une dernière fois, tu vois, quand tu vois Tomac dans les hoops et que tu vois Prado dans les hoops, bon, même si ce week-end, il double Prado dans les hoops, mais justement, il double Prado parce qu'il prend la bonne trace, tu vois. Mais sinon, de manière générale, tu vois, Prado, lui, il se met bien sur les crêtes et tout, et c'est même pas normal à quel point Prado est bon dans les whoops pour sa première année complète en Supercross. Non, c'est clair. Et sur une KTM, alors qu'on n'a jamais vu un pilote KTM défoncer des whoops non plus, tu vois. Enfin, Dungey, c'était pas un truand dans les whoops. Reed, quand il était passé sur la Husky et la KTM, il était moins bon qu'avant dans les whoops. Sexton l'année dernière, il était. Sexton, à la limite, j'ai envie de dire que c'est le seul qui était vraiment bon dans des whoops, tu vois. Mais même Stewart, Malcolm sur sa Husqvarna, et c'est pas le même dans les whoops que quand il était sur sa Suze ou sur sa Honda. Musquin. Ouais, mais Musquin, il faisait des bons wheel tap et puis il sautait, quoi. Ouais, Mais... j'ai bien aimé parce que AC, là, Cianciarulo, il l'a mentionné justement dans les, Ouais. je crois que les essais du coup. Donc ouais, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait sourire. Ouais, J'ai dit c'est c'est vrai bien que de c'est pas lui qui oublier a les anciens et puis les anciens français en plus, on sait qu'ils sont quand même très nationalistes aux US, donc quand ils font des petits clins d'œil comme ça à nous les Français ou les autres nations, c'est sympa. Ouais, mais c'est vrai que c'est Marvin qui a introduit ce petit wheel tap pour rentrer dans les hoops quand même. Enfin, il y a probablement des mecs qui l'ont fait avant Marvin, mais c'est vrai que on l'avait pas vu depuis longtemps avant de voir Marvin le faire en 450, quoi. Ouais, et puis qu'il était quand même vraiment bon, enfin qu'il était capable parfois d'aller aussi vite aussi que les mecs qui dribblaient en sautant des whoops aussi. Donc, Autre chose pour les 450 ? Non, Vince Freeze, 13e quand même, ça progresse, mais à part ça. Jordan Smith, 9e. Colt Nichols, 8e. Quand même des surprises, mais après, effectivement, enfin, tu rajoutes
Ouais, j'allais dire, je rajoute Ferrandis. Au final, il se bat avec eux. Et Sexton, c'est peut-être devant. Non, Donc, tu te calmes, Ferrandis, il se bat pas avec Freeze non plus. Doucement. non, pas Freeze. Freeze, il est Bon, 13, il il est un finissait peu quand plus même loin. devant Nichols Non, j'étais quand il plus était sur le là. top 10, du coup, 8 Nichols, 9 Smith. Donc, c'est avec eux que je disais qu'ils se battraient. Mais ouais, j'aimerais bien qu'ils se battent plus, voilà, à 7ème place. Même 7ème place avec Prado. Il veut du top 5, il veut du podium. Moi, j'aimerais bien qu'il y aille. Quand tu vois un Malcolm Stewart, 5ème ce week-end. Donc, c'est pas mal. Et puis sinon, juste avant de terminer avec les 450, est-ce qu'on peut quand même dire que l'accrochage entre Tomac et Justin Cooper, c'est 100% la faute de Cooper et qu'on devrait lui retirer sa licence? Je me raconte. Non, on peut pas, ok. Non, bah c'est pas grave. Après, je sais, je suis biaisé. Hein. Ah, pas du pas tout du objectif tout. dans l'histoire, T'as Thomas qui a voulu être opportuniste, mais l'autre, il s'est pas dit qu'il était déjà en cacahuète à se redresser. Et au moment où il redescend, t'as l'autre tank qui arrive là et qui lui arrache la roue avant. Mais en fait, Tomac, lui, il prend les virages sans sortir le pied, donc il s'imagine pas que Justin Cooper, il laisse son pied traîner comme ça dans les roues des KTM. Non, c'est pas juste la question du pied. Quoi qu'il arrive, il a pris sa moto avec aussi. Hein. Il a pas juste pris un pied. Bon, ok, non, bah c'est pas grave. Oublie ce que je viens de dire. Par contre, Bon, je profite de le cette filtre à air sur transition. les KTM, ça tient pas très bien, quoi. Qu'est-ce qui tient pas très bien? Le filtre à air, il était Ah obligé oui, de oui, s'arrêter du coup pour le remettre. il y avait un petit problème là. Et je profite de cette transition vers la catégorie 250 pour vous dire d'aller voir le compte Instagram de MGT Design, @mgtdesign-mx, pour tout kit déco que vous souhaiteriez avoir. Ils font tout. Ils font tout type de moto, tout type de déco. Il y a les options holographiques, paillettes, pas paillettes, métalliques, chrome, mat, il y a tout. Ils vous mettront les logos que vous voulez, les couleurs que vous voulez, et franchement, ça biche. On voit de plus en plus de déco MGT Design sur les terrains, et il y a une raison pour ça, c'est parce que c'est de la qualité et que c'est beau. Donc régalez-vous, régalez-nous, et allez voir sur leur compte Instagram. Et nous, on va tout de suite parler de la catégorie 250, le showdown, la confrontation, le face-à-face Est et Ouest. Et on va parler tout de suite de la pénalité de Hayden Deegan. Ouais. Justifié ou pas? Bah. Non, en fait, là, il y a un réel problème qui se pose, Mathieu. Là. Je te le dis très clairement. Dis-moi tout, Clément. On est au LCQ à Daytona. T'as un mec qui franchit le bourrelet de l'intérieur et qui se retrouve dans l'extérieur. Oui, il a été aidé. Il s'est pris un coup d'épaule et il en est sorti. Et tu vois qu'il roule tranquillement, mais parce qu'il a vu que l'autre, il était par terre. Donc il a dit, bah, je vais pas montrer que je suis à fond et que je grappille du temps. Donc surtout, sur le segment, peut-être qu'ils ont vu, ah bah ça va, il a été moins rapide que s'il avait pris inter et exter. Ils l'ont peut-être j'imagine qu'ils l'ont jugé comme Parce ça. que, du coup, il fait inter en se faisant Non, bah du coup, jarter. oui, c'est ça. Il fait inter, il se fait sortir en fait. Les deux, ils arrivent dans le virage, bam, il se prend le gars qui tombe. Ouais. Lui, du coup, il franchit le relevé. Il continue, et puis tu le vois rouler, enlever des tirs-off, regarder derrière. Tu le vois qu'il roulotte, là, qu'il roule tranquille. Mais là, du coup, c'était pour la qualif en LCQ. Donc là, tu vois qu'il n'y avait plus personne derrière, il était tranquille. Mais à aucun moment, du coup, il fait l'effort de revenir dans la ligne initiale, tu vois. Donc encore une fois, cette situation-là, déjà, elle est difficile peut-être à juger. Tu te dis, bah, il a pris un taquet et c'est ce qui l'a fait sortir. Il n'est pas sorti de lui-même, tu vois. C'était pas intentionnel comme un Deegan là ce week-end. Mais ça n'empêche qu'il a franchi la double trajectoire et qu'il a pris l'intérieur derrière, qu'il a parcouru un chemin plus court et qu'il n'est pas censé le faire. Enfin, dans les règles, c'est interdit. Et là, on a un Deegan qui franchit un piquet déjà. C'est pas symétrique l'écart entre les piquets. Déjà, ça m'embête. Enfin, à un moment donné, je crois que tu en as 3 des piquets et là, tu as un espace. Donc, j'avais l'impression même qu'il en manquait un peut-être. Tu vois, il passe juste derrière le premier. Et là, tu avais une porte presque, tu vois. Donc bon, il connaît les règles, encore une fois, je trouve pas d'excuses. Mais il franchit un seul piquet et il lui faut enlever une position et donc la victoire, etc. Franchement, je trouve que c'est deux. Une position. Ok. Je trouve que c'est très lourd de conséquences pour encore une fois quelque chose. Enfin voilà, même Davis le disait, la victoire il lui a pas volé. La victoire à la base il lui avait pas volé. Avec ou sans ce passage-là, la finale il l'aurait gagné. Donc la question ne se pose même pas. Et donc en fait c'est là le problème, c'est que tu vois dans le jugement quand tu juges au LCQ à Daytona. Bon, il y a eu un contact, il s'est fait sortir, ça n'a pas influencé qui se qualifiait puisque l'autre est tombé. Ok, tu peux le juger comme ça. Mais dans ces cas-là, quand tu regardes la course à ce moment-là, bah, tu le vois aussi que ça n'a pas influencé le résultat. Dans ces cas-là, retire-lui peut-être les secondes en te disant, bah, quand il passait à l'extérieur, je sais pas, tu prends la portion du virage, tu dis un virage à l'extérieur, je dis une bêtise, il prend 1,5 secondes. Quand il prenait le virage à l'intérieur, il prenait une demi-seconde. Il y a une différence d'1 seconde, rajoute-lui 1 seconde.
Enfin, tu vois, sur le temps total de la manche. Si, quand tu lui rajoutes une seconde, ça place Davis devant, ok, tu le déclasses d'une position et il perd la victoire. Quand tu lui rajoutes une seconde, si sur le temps total, ça laisse Davis 10 secondes derrière, il ne l'a pas volé. Donc même la seconde qu'il a gagnée en allant grappiller l'intérieur au dernier moment, en passant derrière un petit piquet blanc, c'est pas logique qu'il soit sanctionné et qu'il perde la victoire. Donc c'est problématique. Et en fait, la question qui se pose, c'est que c'est soit tu appliques le règlement à 100% et la règle est simple et il n'y a pas d'analyse de contexte en fait. C'est tu franchis un piquet, t'es sanctionné, peu importe le pourquoi du comment, tu vois, comme un feu rouge tu le grilles, tu l'as grillé. Peu importe, on va pas te dire, tu vas pas dire oui, mais lui il me collait, machin, t'as déjà le orange qui te prévient de si tu freines en avance, etc. Donc non, c'est rouge, t'es sanctionné. Et ben là, c'est la même chose. C'est soit tu franchis le piquet et dans ces cas-là, tu es sanctionné et peu importe que tu te sois fait sortir ou j'en sais rien, donc parfois la règle va être un peu dure. Soit tu analyses en contexte, ce qui est a priori le mieux quand même de prendre le contexte, hein, mais sauf que derrière, ça peut laisser place à des erreurs de jugement et justement des opinions qui sont pas tellement sur la même longueur d'onde. Et c'est vrai que moi, ce week-end, je suis pas sur la même longueur d'onde que Lama. Ouais, mais c'est vrai que je pense que même si on voulait appliquer la règle de manière hyper stricte, comme tu disais pour le feu rouge par exemple, de toute façon, il y a toujours une part de perception humaine et de jugement humain qui va entrer en compte. Donc je pense que ça reste, comme tu dis, mieux quand même de prendre en compte le contexte. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, les personnes qui revoient ça et qui prennent les décisions sont écervelées. Parce que ça fait quand même... Bah, avec Daytona, on pourrait dire que ça fait 4 courses où c'est n'importe quoi les décisions de sanction de l'AMA. Donc on a à Arlington Tomac, Roxen et Webb qui sautent sur un drapeau médical non agité sur le saut d'arrivée. Rien du tout. Même pas un avertissement, mais zéro. Alors que, enfin, encore une fois, hein, Hunter, il aurait bien aimé qu'ils prennent des points en moins les trois. Ça l'aurait bien arrangé. Et peut-être que ça comptera à la fin du championnat. Mais non, là, il n'y a rien. Alors que la règle, elle dit clairement qu'ils devraient être sanctionnés, les trois. Ensuite, on a à Indianapolis, bon, il y a ce que tu viens de mentionner à Daytona. Il y a Indianapolis où les retardataires, on en a quand même un ou deux qui ont fait vraiment n'importe quoi. Et il y a pareil, zéro sanction. Et là, on arrive sur un Hayden Digan où, comme tu dis, ça impacte. Et donc, les deux, le drapeau médical et les retardataires, ils ont impacté la course en plus. Ils ont vraiment influencé le résultat final de la course ou du championnat parce que le nombre de points. Et de son côté, Hayden Digan, il a juste fumé tout le monde. Il a passé, comme tu dis, un piquet. Et en plus, non pas comme le mec de Daytona dont tu parles, qui lui, du coup, faisait inter-inter, même si c'était en roulotant. Hayden Digan, il change à la dernière minute, il se décide un petit peu tard, mais du coup, il fait quand même inter-exter. Donc, il parcourt la distance voulue, quoi. Et là, on lui retire une position. On comprend même pas d'où ça vient, quoi. C'est vraiment ça fait 3 semaines en fait qu'ils en ont rien à foutre des règles, qu'ils appliquent aucune sanction, et là d'un seul coup ils ont dit ah non, Hayden Digan, allez, une position en moins. Ouais, et puis surtout qu'en plus, même tu peux même te poser la question pourquoi ce premier piquet, justement, qui était quand même assez tôt, on va dire, par rapport au virage. Parce que au final, quand tu regardes sa trajectoire, où est le problème à ce qu'il part, tu vois, de l'extérieur comme ça et qu'au dernier moment, à partir du moment où t'as pas une différence justement d'obstacles dans les trajectoires, parce que des fois quand ils font une double trajectoire, dans l'intérieur il va y avoir des bosses plus grosses, dans l'extérieur moins, pour que ça puisse se valoir en termes de temps par rapport à la distance. Là au final les deux avaient une bosse et à la même hauteur, donc il a même pas bénéficié d'une bosse plus petite à gauche dans l'extérieur pour arriver dans l'intérieur et donc voilà, squeezer une bosse qui aurait été plus grande et qui l'aurait fait plus ralentir. C'est exactement la même bosse. Donc pourquoi déjà tu divises la partie en deux avant cette bosse-là? Pour moi, tu vois, tu le divises, cette partie-là, si tu fais une différence de taille et que du coup, il y aura une différence de temps à la fin en fonction de si tu prends celle de droite ou celle de gauche et le virage derrière. Donc déjà là, ça pose question. Ensuite, en plus, pareil, l'irrégularité des piquets, ça c'est peut-être mon côté justement un peu maniaque qui aurait aimé qu'ils sortent le mètre et qu'ils mettent la même distance entre les piquets, ou alors il en manquait un, j'en sais rien. Mais du coup, si t'en manques un, dans le contexte, tu peux peut-être lui dire bon, il manquait un piquet, tu l'as peut-être pas bien vu le premier, j'en sais rien. Non, mais du coup, quoi qu'il arrive, pour moi, juger en contexte, je pense que dans le sport comme ça, tu vois, il n'y a pas de contexte.
pour moi, dans la justice, quand il y a des délits, qui se passent des choses voilà, dans la vie de tous les jours, d'accord, de prendre le contexte, ça peut vachement changer. Enfin, tu vois, sur un meurtre, que ce soit de la légitime défense ou juste j'aime pas ta tronche et je te bute, il y a quand même, il y a quand même voilà, un jugement qui doit être fait en contexte. Que là, pour moi, oui, il y a des moments où ce sera injuste. Celui qui se fait sortir de la trajectoire et qu'on oblige du coup à revenir sur la piste, bah, on va sanctionner celui qui t'a sorti de la trajectoire. Bon, là, en l'occurrence, c'est pour une qualif, donc c'est dur, parce que si ils étaient suivis à Daytona, si les deux étaient suivis par ça fait 3, 4, 5, 6, le sixième qui était juste derrière, l'autre qui se met par terre en tapant le quatrième sort, le sixième passe, et si on lui demande de revenir sur la trajectoire, eh ben c'est l'autre qui prend. Mais des fois, ça arrive, ça. Les mecs, ils vont se mettre au tas dans un virage lambda, et du coup, le sixième, hop, il passe, il prend la qualif, tu vois. Donc pour moi, il devrait, en fait, dans le sport, appliquer la règle telle qu'elle est, et au final, sans laisser des gars juger, qui sont peut-être justement des mecs un peu comme Jordan Smith, où la connexion neuronale se fait pas très bien, tu vois, et ils arrêtent de les faire juger, et il n'y a plus de jugement. Il y a un piquet, c'est simple, c'est noir ou blanc. Si tu as franchi le piquet... t'es obligé d'avoir quand même un mec qui va regarder et qui va juger est-ce que la règle est transgressée ou pas, parce qu'on va pas demander à ChatGPT de le faire, quoi. Sinon, non, mais elle est simple, la règle, de toute façon. Effectivement, dans ce cas-là, Digan, là, il est sanctionné. Donc après, il connaît la règle, il y a un piquet, tu passes pas derrière, parce que tu vois, encore une fois, tu peux aussi te mettre de l'autre côté en te disant, il y a une règle. Le problème, c'est quand la règle, ils la font pas appliquer parce qu'ils se disent, ouais, mais là, il s'est fait sortir par lui, du coup, c'est pas trop de sa faute, que là, Digan, c'est sa faute à lui, tu vois, il a même pas évité Thomas, une moto. Webb et Roxane, il y avait pas la lumière pour les prévenir qu'il y avait le drapeau. Voilà, et c'est trouver des conditions, parce que imagine, il aurait dû dire ça, mais il y avait pas de lumière pour me dire qu'il y avait le piquet. S'il y avait un mec qui était par terre dans l'extérieur et qu'il avait fait ce move-là, peut-être que du coup, ils auraient analysé en se disant, ouais, mais il y avait une moto qui l'évitait, du coup, c'était plus simple au final d'aller dans l'intérieur, et s'il l'a fait, c'est parce qu'il y avait une moto qui était par terre ou un pilote qui était par terre devant. Donc peut-être que là, du coup, il l'aurait pas appliqué. Mais là, du coup, voilà, tu vas laisser juger des gars, et donc tu vas te dire, lui, et c'est comme ça que ça fait des différences. Enfin, c'est pareil entre frères et sœurs, c'est pareil partout. Dès qu'il y a des différences, les gens, ils sont là en quête de justice, etc. Et là, c'est simple, tu franchis, il y a une règle, même si c'est quelqu'un, un retardataire, je sais pas qui va te pousser, lui, il sera sanctionné s'il a fait une faute, mais tant pis pour toi, ça fait partie du sport. Mais donc au final, t'es d'accord avec la pénalité? Non, ce sur quoi je suis pas d'accord. C'est avec la règle que t'es pas d'accord. Alors, en fait, il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec le piqué qui soit si tôt. Pour moi, ce premier piqué n'a rien à faire. Qui soit irrégulier. Oui, mais du coup, tu le supprimes. Tu englobes ça dans un seul problème. Pour moi, le piqué qui soit si tôt séparé, une double trajectoire, quand tu as les deux mêmes obstacles, c'est pas utile, c'est pas le moment de le faire. Donc, ouais, déjà, mais là, on rentre dans un autre débat complètement. Là, c'est... Ensuite, pour la suite, moi, ce qui me pose problème, c'est effectivement les différences d'application de la règle. Pareil avec le drapeau, etc. Et donc, c'est ça ce qui pose problème. Parce qu'on n'a pas tous le même avis. On va pas tolérer tous en disant... On va pas excuser tout le monde de la même façon non plus. Oui, on n'a pas le même seuil de tolérance. Voilà. Et sauf que du coup, là, on donne la parole. Je sais pas combien ils sont à l'AMA. Combien ils sont à prendre la décision. Je crois qu'ils sont 3 dans ce comité, normalement, qui prend les décisions au niveau des pénalités comme ça. Voilà. Et tu vois, c'est pareil. Je sais pas si c'est toujours pareil, mais il me semble qu'il y avait Ezra Lusk, Jérémy Albrecht, et qui est l'ancien mécanicien de Stewart, puis c'était ensuite le team manager de Joe Gibbs Racing. Et il y avait une troisième personne, Mike Buey, le directeur de course de l'AMA, quoi. C'est celui qui vient souvent parler aussi quand il y a le drapeau rouge, qui explique quelles règles on applique, pourquoi. Trois gars, enfin il suffit qu'il y en ait deux qui n'aiment pas Digan, parce qu'en plus il est pas mal aimé. C'est pas Mike Buey, pardon. Il est mal aimé de pas mal de personnes. Il suffit qu'il y en ait deux et voilà, et qu'ils soient un peu. Enfin, forcément, encore une fois, il y a de l'humain dedans. T'aimes pas le gars, tu vas peut-être être un peu plus sévère avec lui qu'avec un autre, qu'avec un gars qui se qualifie pour la LCQ. J'en sais rien. Ou tu vas te dire, on s'en fout, c'est le LCQ. En plus, il y en a plein peut-être qui doivent le zapper. Mais moi, voilà, c'est avec ça que j'ai un problème. C'est que soit tu mets une règle et dans ces cas-là, moi, je dirais, t'as une règle. Et tu l'appliques, un point c'est tout. Peu importe les circonstances, au final, voilà, tu ne vas pas laisser des personnes juger. Comme ça, il y a pas d'affect, il y a pas de je t'aime bien, je suis pour toi, etc. Parce que, enfin, les gars, ils sont comme nous, ils regardent les courses, ils aiment ça et ils sont bien quand même pour quelqu'un. Et enfin, tu vois, ils ont peut-être leur préférence quand même avec celui qui va gagner ou quoi. Donc pas de jugement par l'humain. Il y a une règle sur laquelle ils se sont mis d'accord. Les pilotes connaissent le règlement. Il y a le règlement, tu l'appliques. Maintenant, effectivement, si on part sur ce point-là et que demain, ils me donnent la parole et qu'ils appliquent ce que je dis, il y a une règle, on n'en rediscute pas derrière. Si elle est transgressée,
c'est direct sanctionné, et ben là, Digan sera sanctionné. Et les gars le sauront, on fait une petite réunion avant. Écoutez les gars, maintenant il y a des règles. Le règlement, on l'imprime en tous les exemplaires, je vous le donne. Vous le lisez. S'il y a une règle qui est transgressée, c'est sanction directe. Il n'y aura pas de jugement de un tel m'a poussé, machin, il n'y aura pas de réclamation. La règle, c'est la règle. Donc si tu te fais sortir dans une double trajectoire, et ben tu dois revenir dans cette trajectoire-là. Tu continues pas de faire l'autre parce que c'est Pierre qui t'a poussé, quoi. Ouais. Après, c'est dans l'absolu, ce serait bien qu'il n'y ait pas besoin de jugement humain, mais tu vois, n'importe quel sport, les arbitres, ils peuvent affecter l'issue du match Mais c'est un parce problème. qu'il y a des erreurs d'arbitrage et tout ça. Et comment? Et ça, c'est un problème. Parce que Ouais, c'est un problème. Mais... une erreur d'arbitrage, voilà, ne devrait pas influencer sur la victoire, sur un champion du monde, enfin sur un. Mais tu vois, aux États-Unis, je me demande si c'est pas un petit peu. Ça fait pas un peu partie du truc, tu vois, pour resserrer les matchs en fin de match ou quoi. Quand je regarde des matchs de NBA, c'est fou parce qu'en NBA, c'est très rare les matchs qui se terminent avec 15 ou 20 points d'écart. Non, et mais parfois, tu joues 3 Touquet, toi. T'as souvent. Non, Quand je t'es te à parle de matchs que domicile, je regarde en Touquet, tu vrai. tires du milieu de terrain avec le brand, ça rentre tout le temps. On le sait. Mais... je te parle de matchs que je regarde, pas de matchs que je joue à la play. Mais souvent, peu importe, il peut y avoir une équipe qui à la mi-temps mène de 15-20 points. Et ça va quand même se finir en clutch. Ça va se jouer à une possession à la fin, dans les 5 dernières minutes. Et ils vont tout le temps faire faute et tout. Et je me demande, tu vois, comment ça se fait que ça finit toujours par se resserrer. Enfin, c'est pas toujours, mais c'est quand même plus souvent ça se resserre que ça ne se resserre pas, quoi. Donc, et tu vois, franchement, je me suis posé la question quand ils n'ont pas sanctionné Tomac à la victoire de la première victoire de Hunter, qu'ils n'ont pas sanctionné Tomac, Roxen et Webb, je me suis dit, est-ce qu'ils sont pas en train d'essayer de juste laisser le championnat être plus serré, tu vois, et qu'ils n'essayent pas de creuser l'écart entre les pilotes? Parce que, comme tu dis, il y a une règle, elle est appliquée, et alors là, ils ont sorti qu'il y avait pas que les lumières fonctionnaient pas et que du coup, ils pouvaient pas bien voir le drapeau. D'ailleurs, ce week-end, à un moment donné, il y avait un drapeau médical, je sais plus dans quelle partie du circuit, qui était agité cette fois. Et, enfin, un drapeau médical, quand il est agité, tu le vois très bien. Et même si c'est sur le saut d'arrivée, bah, de toute façon, le mec, il sait si c'est le dernier tour ou pas le dernier tour. Donc, il voit un drapeau blanc, même s'il voit pas bien la croix rouge, il saura que c'est parce qu'il y a quelqu'un par terre. Mais enfin bon. Ouais, moi, Digan, j'ai trouvé que c'est ce que tu dis, en fait, le manque de constance dans l'application des règles, c'est ce qui a souvent été reproché pendant des années à l'AMA. C'était quelque chose qui allait mieux ces dernières années, mais je trouve que cette année, c'est à nouveau un fiasco quand même. Et c'est pour ça que je trouve que la pénalité de Digan, elle est vraiment pas justifiée. De toute façon, comme lui le dit si bien, il a fumé tout le monde. Et Piquet ou pas Piquet, même s'il était resté à l'extérieur pour ce tour-là, bah, il aurait eu volant de 3 virages plus loin. Et enfin, ça n'aurait en rien changé l'issue de la course. Donc c'est un peu n'importe quoi. Son comportement n'était pas dangereux, il n'a pas triché. Donc à partir de là, je comprends pas trop que tu puisses le sanctionner, alors qu'il y a eu d'autres infractions de règles qui étaient probablement plus graves et qui n'ont pas été sanctionnées au cours des dernières semaines. Bah, c'est ça, c'est que c'est injuste du coup pour lui. Et donc, par rapport à tous les événements qu'on a juste depuis le début de saison, déjà, c'est injuste de le sanctionner là-dessus, puisque j'ai donné juste un exemple de Daytona, il y a aussi celui du drapeau. Et donc, pour remédier à cette injustice, pour moi, on simplifie la chose. Il y a une règle, on l'applique pour tout le monde. Le gars du LCQ, il la prend. La règle, il est sorti et bah, du coup, il n'est pas qualifié. Surtout qu'à Daytona, il pouvait revenir pour quand même prendre son virage à l'extérieur. Il a vu qu'il n'y avait personne derrière, il aurait pu le faire. Donc voilà. Et tu appliques les règles comme ça. Et donc, dans ce cas-là, Digan aurait été sanctionné. Mais je pense que dans ces moments-là, bah, voilà, à partir du moment où tu es prévenu, tu sais qu'il y a une règle et qu'il y a un piqué, il ne faut pas que tu le franchisses. Si jamais il était et qu'il s'est rendu compte qu'il allait en dehors, bah c'est pareil, dans ce cas tu vas tout droit et tu te prends l'extérieur, tu vois derrière. Donc ou tu fais comme ils font quand ils sortent de la piste aussi. Tu roules tout doucement, tu lèves la main et derrière ça doit se faire au chrono. Tu vois pourquoi là aussi ça se fait pas au chrono par exemple. C'est enfin je sais pas. Mais parce qu'ils diront que en changeant de trajectoire à la dernière minute, il a gagné un avantage et j'en sais rien. Mais de toute façon, je trouve que même si on veut si on veut faire un petit peu les vieux schnocks qui crient, qui s'énervent contre les nuages, les piquets ils servent à rien en fait. Mets à la limite sur la partie ligne droite. Là oui, mets des bottes de paille pour qu'on comprenne que tu n'as pas le droit de faire inter-inter ni exter-exter, c'est soit inter-exter soit exter-inter. Mais ensuite les piquets il n'y en a pas besoin. Tout simplement tu coupes pas la piste de manière dangereuse ni pour tricher, mais de toute façon tricher ce serait faire inter-inter.
Ensuite, tu coupes pas la piste de manière dangereuse. Hein. Si tu recoupes ton virage au milieu et que tu décides de sauter par-dessus l'ornière, enfin la double trajectoire, c'est dangereux. Comportement dangereux, j'espère qu'il y a une ligne dans le règlement qui sanctionne les comportements dangereux sur la piste. Et de toute façon, ça rentrerait dans ce cadre-là. Donc, tu n'as pas besoin de mettre des piquets qui, au final, viennent déranger plus qu'autre chose. Ouais, bah, je pense que le piquet, de toute façon, c'est pour dire à partir de quand, justement, t'as plus le droit de changer de trajectoire. Mais encore une fois, ils sont mal placés. Donc, effectivement, on va arrêter de parler des piquets, parce que ça me tend. Tendu comme un piquet à la fin. On va parler de quelqu'un qui m'a tendu, c'est Cole Davies, en finale. Parce que j'ai trouvé qu'il a roulé horrible. Mais vraiment nul à... Je dis pas le mot parce que YouTube, il aime pas quand on dit des gros mots. Mais pourri. Alors évidemment, me dire, il gagne quand même la course au final. Il finit deuxième, il n'est pas aux fraises. Bien sûr, les gars, c'est Cole Davies. Hein, c'est qu'il pourrait rouler en restant juste en deuxième et avec une seule main. Et il fait quand même podium. Parce que le mec est très bon dans les whoops. Parce que c'est la seule partie où il roulait bien, en fait, les whoops. Il a passé son temps à regarder derrière pour rouler défensif, je ne sais pas pourquoi. Alors que s'il roulait juste... Enfin, c'est le mec quand même qui dit sur Instagram que s'il roule comme il s'est roulé, personne ne peut le battre. Et ensuite, il part devant Shimoda. Et après 3 virages, il regarde derrière en mode est-ce que Shimoda arrive dans l'intérieur? Est-ce que Shimoda arrive dans l'intérieur? Frère, si t'es si bon que ça, roule et tu vas le distancer, non? À quoi ça sert de tout le temps regarder derrière toi? Enfin, ouais, j'ai trouvé ça nul. Ouais, non, il a pas été très bon ce week-end. Je suis assez d'accord. Ouais, j'ai pas grand-chose de plus à dire. De toute façon, il a analysé de la même façon son pilotage, qu'il a mal roulé. Donc, effectivement, ça fait quand même deuxième, ça gagne quand même des points pour son championnat. Mais ouais, il y a peut-être une question de pression aussi pour ce garçon. Je pense qu'il voulait quand même bien faire, tu vois, pareil sur le Est-Ouest. Peut-être battre Digan, parce que c'est un peu le gars à battre, tu vois. Et puis j'avais vu passer un truc, bon, c'est les mecs sur Facebook encore, tu vois, qui disaient, ouais, pour Davis, on voit qu'il était très 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 en colère à la fin de la finale parce que il sait que même s'il gagne l'année prochaine 1, 2 titres, etc., en Supercross, il aura pas battu le meilleur des meilleurs en 250 à l'heure actuelle, qui est Digan. Donc en gros, il y a un peu urgence et c'est maintenant qu'il fallait qu'il le batte. Bah, tu vois, je me suis dit, mais ça se trouve, c'est un peu comme ça qu'il pense aussi. Donc pas spécialement faut absolument que je batte Digan, mais je pense qu'il y avait quand même une petite pression supplémentaire pour Davis de se dire, parce que à la fin, effectivement, il était quand même très en colère et après, il n'a pas roulé d'une très bonne façon, mais il était très en colère. À la fin, il fait quand même premier de sa côte. Donc, sans parler même des sanctions, moi je parle au moment où il a fini le drapeau damier et que pour lui, il pensait avoir fini deuxième. Mais il s'est fait battre par Digan et c'est vrai que j'ai vu une vidéo, il était au bout de sa vie, des gros mots, énervé, machin, vraiment pas content. Ouais, mais ça sert à rien de s'énerver en fait. C'est juste branche ton cerveau avant de tomber de la grille et roule comme tu sais rouler et tu seras pas énervé à la fin, quoi. Non, c'est clair. Mais du coup, pourquoi cet énervement, tu vois? Bah oui, t'as pas roulé très bien, mais tu t'es fait battre par Digan. Et je pense qu'il voulait vraiment le battre ce week-end-là. Et bah ça l'a pas fait, et avec la manière. C'est que le garçon, en plus, il était énervé, mais on lui a pas dit qu'il était parti 10, Digan. Donc, heureusement qu'on lui a pas dit. Mais ouais, non, il a pas été très bon. Ouais, et ouais, vraiment pas fou. Après, évidemment, hein, ça fait encore deuxième et premier de sa côte, comme tu dis. Mais de toute manière, et ils en parlaient, James et Wygant, c'est vrai qu'en dehors de ces passages dans les whoops qui sont vraiment sublimes, c'est vrai qu'il n'y a pas cette différence de niveau qu'on attendait. Parce que c'est vrai qu'on s'attendait à voir Davies avoir progressé encore plus par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il était déjà très bon. Et il était déjà excellent dans les whoops l'année dernière. Et donc là, il continue d'être vraiment, mais vraiment au sommet dans les whoops, peut-être même meilleur que tous les pilotes 450, ou au moins meilleur que la plupart des pilotes 450. Mais sur le reste de la piste, au final, pas plus que ça, puisqu'il fait rarement le meilleur chrono. Et c'est assez surprenant, ça. Mais bon, je voulais passer sinon à Shimoda, qui, Merci. lui, est encore trop gentil. Non, mais lui, tu veux parler de rouler défensif, etc. Ouais, il roule pas défensif parce qu'il était deuxième à la base. On va parler après du dernier tour. Mais non, par contre, franchement, il n'y a rien qui va. Je veux dire, quand il est derrière, non, mais il attend quoi pour le doubler, justement, Davis? Et même quand il réussit à le doubler dans le virage, dans l'intérieur, là, avant les whoops,
Mhm. Après, il monte tout en haut là du virage, genre ah pardon, excuse-moi, peur de quoi encore une fois? Prends ton virage et vas-y, tu vois. Là, il est monté super haut et en fait, il lui a dit tiens, vas-y, repasse, pardon, je suis désolé, je voulais pas te passer avant les whoops. C'est toi le boss dans les whoops, pardon, je recommencerai Mhm. plus. Et victime quoi. Et tu vois, je suis rarement d'accord. Enfin, j'aime pas trop à la base tout ce que peut dire Yannick Kervella. C'est comme ça Mhm. là, qu'il s'appelle, qui fait souvent des petites analyses là sur le big. Enfin, je dis petite parce que moi je vois que les stories. J'ai pas le temps de tout écouter et puis ça m'intéresse pas trop. Enfin, je suis pas trop d'accord du coup avec, la majorité de ce qu'il dit. Mais là, j'étais carrément d'accord. Il dit il sera jamais champion. Enfin, il sera probablement jamais champion parce que pour être champion, lui, il a besoin que tout soit aligné, quoi. Que toutes les planètes soient alignées, qu'il soit le meilleur et partout dans tous les domaines, mais qu'il n'a pas la grinta d'un Digan où bah, même quand il n'est pas forcément le plus rapide, etc., il va être capable de dépasser des gars ou au moins quand il est devant, bah, de ne pas se faire passer. Et là, je suis d'accord avec lui parce que c'est un peu à l'image d'un Roxen. Genre beaucoup trop gentil, mais genre à un moment donné, il faut y aller quoi. Faut juste fermer la porte, ne laisser de la place à personne. Et le gars, il prendra ton garde-boue arrière et finira par terre si jamais il veut forcer. Ou alors, bah toi, effectivement, rentrer un peu plus agressif et aller chercher peut-être un bloc pass, aller chercher à la sortie d'un virage. Mais là, c'est beaucoup trop gentil. Et c'est, enfin, non, en fait, c'est même pas rouler défensif. Lui, il ouvre la porte et il dit Ouais. pardon. Parce que moi, c'était plus vis-à-vis de Hamaker. Là, je me souviens plus exactement de l'action dans le dernier tour, mais je me Oui. souviens qu'il aurait dû y aller et que je crois que limite il avait ce qu'il fallait pour passer Davies à un moment. Et il a été trop gentil. Et au final, c'est lui qui se fait passer par Hamaker et il finit 4 de la Oui. finale. Non, mais Et jusqu'au ouais, bout. Non, mais moi, tout le long, quand je l'ai vu derrière Davis, mais ça faisait 5 tours qu'il devait le doubler dans cet intérieur avant les whoops, etc. Tu vois. Non, vraiment, il était en train de me frustrer. Et puis, même une fois qu'il était passé, je te dis, dans les whoops, il est parti tout en haut du virage, alors que Davis, il prenait le virage un peu plus bas. Il n'allait même pas le chercher. Et il est monté tout en haut, comme si c'était justement un freeze, en fait, derrière lui. Alors que pas du tout. Et pareil, ouais, sur cette dernière action où il était pas loin, il aurait pu encore une fois aller chercher Davis. Il y va pas trop, il fait 2-2-1 inter, et puis dans l'inter, il est pas dans l'ornière, il est dans le mou, il glisse. Pendant ce temps-là, Maker, il fait 3-2, je crois, exter, alors qu'il aurait dû faire ça en plus. 3-2 exter, plutôt Shimoda, et repartir. Mais bon, après, je pense que là, il a eu un peu. Il a pas eu assez de temps pour réfléchir. Il avait Davis devant Mhm. qui essayait de doubler. Il se dit mince, Maker, il est juste derrière. Il a dû paniquer. Et voilà, mais moi, c'est avant déjà cette action. Tu vois, pour moi, c'est pas la pire. C'est avant ça sur Davis. Et il a bloqué derrière alors qu'il n'y avait pas à bloquer. Fallait y aller, quoi. Et donc, oui, trop gentil, Après, mais pour moi, c'est. Enfin, et tu vois, je suis d'accord avec ça. C'est qu'à un moment donné, il y a des fois, il faut être incisif et il faut y aller. Et là, il aurait dû être devant. Et au final, tu te retrouves avec des gars bah, comme un Freeze en World Supercross qui gagne devant Roxen. Ah oui, parce que le gars, bah, il est capable de faire du slalom, de retenir. Puis la manche, elle est pas très longue. Donc, il arrive à tenir ah, les gars derrière lui qui sont bien meilleurs et à gagner. Bah oui, mais sauf que tu vois, un Shimoda, même à sa place, ça se serait pas passé comme ça. Il se serait fait doubler. Et je te dis un peu à l'image d'un Roxen, c'est si je suis le plus rapide, ok, je vais y aller, je vais gagner, je vais te doubler proprement, tu vois. Si j'arrive pas à avoir cette différence-là, à te battre carrément dans un enchaînement pour finir devant toi à la fin de l'enchaînement, bah je te passerai pas. Et donc bah, il bloque derrière, et derrière, t'as un maker qui revient, et il y en a d'autres qui ont un peu plus la dalle que lui, quoi. Il doit pas être gourmand. je pense qu'après, avec Shimoda, enfin, le commentaire de dire qu'il sera jamais champion parce qu'il n'a pas la grinta et qu'il faut être à un moment donné incisif et tout, je trouve que c'est un petit peu sévère quand même. Je pense que Shimoda, c'est une question de confiance et que là, en fait, il revient de blessure et qu'il n'a pas encore retrouvé la confiance qu'il avait en fin de saison l'année dernière. Parce que, tu vois, enfin, avec Digan, à la finale du SMX, alors que Digan lui fait toutes sortes de crasses, bah là, il flanche pas et il est pas trop gentil. Il est juste prudent comme il faut pour éviter de se faire mal avec les bêtises de l'autre. Mais tu vois, et en outdoor, on l'a vu, il avait le physique, il avait la vitesse, il avait pas les départs, mais tu vois, il faisait pas de complexe. Et je pense que c'est plus ça, c'est plus qu'il a pas encore cette confiance en lui où il se dit j'ai le niveau pour aller chercher n'importe qui sur ce plateau, donc je vais y aller et je fais pas de complexe. Je pense qu'il est encore un petit peu timide parce que là, à ce stade de la saison, il est encore un petit peu en train de se jauger. À quel point est-ce qu'il est de retour, et comment il se situe par rapport aux autres, il ne sait pas trop encore, à mon avis. Puis aussi, au championnat, il n'est pas très loin et qu'il ne veut pas faire de bêtises, peut-être, et pas perdre trop de points. Mais
Enfin, en tout cas, je suis complètement d'accord qu'il a été beaucoup trop gentil et qu'il aurait dû, il aurait dû faire 2 derrière Digan en fait ce week-end. Mais dire qu'il gagnera pas de titre parce que, enfin, en 250, je pense que Shimoda, il a ce qu'il faut pour être champion. Est-ce qu'il sera champion 450 un jour? J'y crois beaucoup moins. Mais en 250, il pourrait très bien être champion cette année en Supercross. Donc, je l'élimine pas. Et si c'est pas en Supercross, on a vu l'année dernière en motocross qu'il y a quand même de très belles compétences. Donc, ouais, je trouve ça quand même sévère de dire qu'il sera pas champion parce qu'il manque de niaque. Mais c'est vrai que de manière générale, il manque quand même un peu de niaque. Mais moi, je trouve pas ça sévère. C'est que là, c'est la réalité des choses. C'est qu'il y a des gars qui sont passés. T'as les Lorenz qui sont Oui, passés. mais Et on s'est dit, bon, bah, c'est Shimoda maintenant. c'est la réalité des choses ce week-end, mais c'est pas la réalité des choses sur toute la carrière de Shimoda. C'est la réalité des choses même sur la majorité de sa carrière, mais pas sur toute la carrière. Tu vois, si je te prends le championnat outdoor l'année dernière ou les playoffs, je trouve que Shimoda, il n'était pas trop mou sur ces championnats-là, quoi. Mais c'est pas une question d'être mou, c'est une question qu'il avait la vitesse, donc il était au rendez-vous, donc il marquait des points et il était là pour se battre. Et puis après, bah, Digan s'est fait sortir. Donc, tu vois, par rapport au duel avec Digan, en fait, il s'est retrouvé dans une situation où c'était Digan contre Shimoda et Digan qui fait des attentats. Donc à un moment donné, peut-être qu'il s'est dit, oui, je vais m'autoriser à le serrer un petit peu dans un virage parce que c'est Digan et qu'on va quand même pas me créer dessus si j'ai serré Digan. Cher Hayden Digan, je me permets de me rapprocher un petit peu de vous. Au vu de tes attaques suicidaires, je me permets de temps en temps de te mettre un petit coup de coude, mais ça te fera pas mal promis, tu vois. Donc il se comporte comme ça avec lui, mais un Davis qui l'a jamais doublé et pourtant je crois que Shimoda à un moment donné, Davis, je sais plus quand est-ce qu'il s'est retrouvé devant Davis, mais Davis revient dans les whoops. Et Shimoda va justement lui donner un... Ah non, c'est Kitchen, tu vois, je confonds. J'avais donné une action musclée à Shimoda. Et en fait, non, c'est Kitchen qui se faisait doubler par Davis dans les whoops et qui allait lui mettre un petit coup d'épaule. Bah, tu vois, c'est exactement ça ce qui manque. Et Kitchen, voilà, on n'en retient pas en disant oh, Kitchen, ce week-end, c'est un fou, il est parti donner des coups de coude. Non, et pourtant, il est Et tu vois, je trouve qu'en plus, c'est une action où moi, j'aime bien quand il y a un peu de contact, tout ça. Mais quand c'est le gars qui vient te doubler et que toi, tu vas au final le bloquer en lui mettant un bloc pass alors que c'est pas toi qui est arrivé plus rapide que lui, je trouve ça, genre, ça a moins de saveur que quand tu reviens sur lui et que tu vas lui mettre un bloc pass. Mais c'est ce qui manque à Shimoda. Avec sa vitesse, tu lui donnes ce pilotage-là. Et ben c'est bon, effectivement, il a ce qu'il faut pour être champion, même dans les jours où il n'est pas spécialement le plus rapide. T'as un mec qui va peut-être arriver vite dans les whoops, et ben il va aller le bloquer. Là, il a un mec qui arrive vite dans les whoops, c'est comme un Roxen. Ah, t'es plus rapide que moi, bah tu dois finir devant moi. Sauf que bah ça fonctionne pas tout le temps comme ça. Des fois, t'as des gars qui sont moins rapides que toi, et enfin, c'est pas toujours le plus rapide qui gagne. La preuve avec Roxen, ça n'a pas été le plus rapide, il n'a pas gagné. Voilà, c'est pas toujours le plus rapide. Et pour être le meilleur, il faut être capable aussi de temps en temps d'aller mettre des petits coups d'épaule, d'être incisif et d'être opportuniste. Une erreur, boum, je passe. Et bah, le gars, oui, il va se mordre les doigts, il va se dire ah, si j'avais pas fait cette erreur, peut-être que je serais resté devant. Ça fait partie du truc. Mais effectivement, je pense qu'il manque ça. Et pour moi, Shimoda, maintenant, il est là depuis longtemps. Et il y a des gars qui passent, et au final, aujourd'hui, on a un Cole Davis. Et peut-être un Cole Davis qui va gagner un championnat avant lui. Et on a un Maker. Et un Maker, Shimoda, il était là avant un Maker. Et t'as un Maker, et peut-être que l'année prochaine, ce sera un Maker et pas Shimoda. Et donc, en fait, moi, je me pose réellement la question est-ce que Shimoda va gagner un jour un championnat de 250 SX pour ça, et pour cette question un peu de Grinta, enfin voilà, plus que Grinta, je pense qu'il a l'envie, mais c'est plus d'être un peu plus agressif, un peu plus incisif, et ouais, de le vouloir quand même un peu plus, enfin de le montrer sur la piste, d'être moins gentil. Ouais. Moi, je pense que ça va revenir et que c'est quelque chose qu'il en avait la bonne dose en fin d'année dernière. Mais on verra, parce qu'il faut aussi se rappeler quand même qu'il s'est quand même, ça fait beaucoup de quand même, mais il faut se rappeler que la blessure qu'il a eue, il s'est fracturé les cervicales. C'est une blessure qui peut faire peur aussi. Et oui, mais voilà, il est revenu et il a bien performé. Donc déjà ça, tu vois, quand tu reviens et que tu performes, oui, mais aller au contact, c'est un après, risque de tomber et de se faire mal. Et il y a aussi un petit peu de ça qui fait qu'il est un peu sur la retenue, tout simplement. Enfin, il s'est pas fait des cervicales en faisant un bloc pass. Non, il s'est pas fait cervical en faisant un bloc pass, mais on a tous vu, Roxanne qui se faisait le deuxième bras en essayant de faire un bloc pass. Roxen, faut arrêter de prendre Roxen, en fait, faut qu'il regarde quelqu'un d'autre. Effectivement. T'avais autre chose à apporter sur le showdown ou pas? Non, ouais, Kitchen un peu déçu, mais je crois qu'il y a quelque chose lui. Ah ouais? Et il m'a semblé voir un truc passer vite fait, mais je vais peut-être pas en parler là parce que je vais pas répondre de mauvaises rumeurs. Mais il me semble qu'il y avait une question peut-être de santé ou ouais, il y avait un truc qui allait pas trop là. Et on a perdu Macadou aussi, malheureusement. Ouais, il me semble qu'il devait faire des examens là en début de semaine, Kitchen IRM ou un truc comme ça. Donc je sais pas exactement ce que c'est. Ok, on regardera.
Et t'as la position de Guillaume, il était en finale, Guillaume. Je suis pas sûr. Parce que j'ai regardé le LCQ et il n'y avait pas Guillaume au LCQ. Je me suis dit, oh, au showdown, il s'est qualifié directement en finale. Non, non, non. Il a peut-être même Tu pas l'as dû pas se dans... qualifier peut-être pour le. Parce que ça se Tu fait au penses... chrono du coup pour la qualif. Ah ouais, tu penses qu'il était pas dans le top 20 au chrono du coup? Ah, j'ai pas Ah, l'impression ça parce que se là il y est peut. pas. En tout cas, il est pas en finale. Ah ouais, c'était peut-être ça en fait l'histoire. Bon bah dommage pour Guillaume. En tout cas, j'espère que c'est pas une question de bobo et qu'il sera là à Détroit. Moi, je veux quand même mentionner parce que j'ai vu une petite vidéo passer du Press Day où tu as quelqu'un qui demande aux pilotes, pas que 250, mais principalement les pilotes de 250, il y avait principalement des pilotes de 250 au Press Day. Il leur demande selon eux qui est le pilote le plus sous-coté. Et donc, tu as Aiden Digan qui, après réflexion et tout, dit son frère parce qu'il veut pas saucer qui que ce soit sur le plateau. Son frère. Ouais, Ah oui. son frère Hudson. Il dit je veux pas parler des pros parce que j'ai pas envie de les saucer. Et puis Hudson, il est plutôt bon sur une moto et personne ne voit ça. Attends, mais Donc, il l'a dit, il a verbalisé genre je veux saucer personne des ouais, pros. ouais, ouais. Et, et, euh, et après, t'en as beaucoup. T'as Shimoda, il dit Savachi. Swall et qui est-ce qui parle avec Swall, je sais plus, mais ils disent Jay Coop. Pareil, Trasher, il dit Justin Cooper, il me semble. Et ce qui m'a fumé quand même, c'est que tu as Pierce Brown et Nick Romano qui ont dit eux. Pierce Brown pense que Pierce Brown est le pilote le plus sous-coté du plateau et Nick Romano pareil. Alors que, mais franchement, les mecs, c'est là que tu vois quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas branché. Parce que Pierce Brown, déjà, tout le monde était en train de dire que c'était un prétendant au titre quand il était chez Gas Gas, alors qu'il n'avait jamais rien gagné de sa vie. Et il dit qu'il est sous-coté. Il a eu que des guidons d'usine, alors que, bon, maintenant, il a gagné 2 courses, un playoff et une course de Supercross. Mais avant ça, il n'avait quand même pas montré grand-chose. Et Nick Romano, encore plus. Enfin, Nick Romano, il revient sur la Kawa Pro Circuit pour remplacer, je crois, Macadou. Il n'a jamais rien fait sur la Star et il dit qu'il est sous-coté. Et à un moment donné, les gars, vous avez rien fait, c'est normal qu'on. Et en plus, pour le cas de Pierce Brown, parce qu'à la limite, Romano, peut-être qu'il est vachement bon, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de le voir chez les pros parce qu'il n'a pas fait beaucoup de courses et que ça va se révéler et qu'on devrait y prêter plus attention, tu vois. À la limite, même si, bon, quand t'as encore rien fait, dire que tu penses que t'es sous-coté, je trouve que c'est limite. Mais Pierce Brown. Mais surtout que du coup, il pense que les gens pensent qu'il finirait moins bien que ce qu'il finit actuellement. C'est là Ouais, que alors tout. c'est là que tu vois que ouais, on a dit sous-côté, pas sur-côté quoi. Mais j'aime bien ces questions là comme ça, tu vois, quand ils posent des questions, surtout sur le reste du plateau. J'aime bien, c'est marrant de les voir parler d'eux, tu vois. Donc dommage, on a un Digan qui joue pas trop le jeu, mais ouais, je trouve ça marrant et intéressant. Enfin bon, du coup, ouais, quand j'ai vu Pierce Brown dire lui, j'ai halluciné, quoi. Parce que pour moi, ça a été complètement l'inverse tout au long de sa carrière, mais bon, Bah c'est moi pas grave. justement, oui, moi au final, je l'ai un peu surcoté. Donc c'est vrai que quand j'entends ça, je me dis, bah, qu'est-ce que tu me racontes, gros? Parce que moi, je le voyais effectivement comme un prétendant au titre. Et là, on voit que qu'il se fait découper par Ferry. Donc, non, effectivement, moi, je pense que je l'ai un peu surcoté. Je m'attendais à ce qu'il soit plus au niveau des gars de devant. Et en réalité, bon, il a gagné la première, mais bon, la première, c'est toujours un peu particulier. Et il était peut-être un peu en dessous. Il est quand même peut-être un peu en dessous des autres, quoi. Et il l'a pas fini là, il s'est fait mal du coup. Si, si. Il est remonté sur la moto au final ou pas? Je me souviens plus. Ah non, oui, parce que lui, il s'est blessé. Il a fini Qu'est-ce qui s'est 21 fait? là. Et Ouais, il a qu'est-ce qui pris s'est un fait du tour, coup? On donc sait ou pas? il a quand même dû terminer, vu qu'il a fini, il a pris qu'un tour. Ok, Et je crois qu'il m'a semblé voir fracture de la clavicule. ok. Bon bah très dommage. Heureusement, c'est pas quelque chose de très grave. Mais bon, tu vois, en plus, le mec il est sous-côté, mais c'est pareil, il a passé sa carrière à se faire mal. Bah après, c'est peut-être pour ça justement qu'il dit ça. Lui, il doit se dire si je m'étais pas blessé autant, aujourd'hui, je serais à la place de Digan. Ah Mais bon, bah avec oui, des si, mais. moi, Et puis moi, moi non, mais tu sais que moi, si si. j'étais meilleur sur une moto, je serais à la place de Lorenz, hein. Ouais, bah, et puis moi, ouais, si ça s'était pas passé comme ça, je serais champion aussi, quoi. Et puis si Enfin j'étais bref, champion, je serais champion, quoi. on passe au ICP. Allez. Allez, très rapidement la catégorie MX2 parce que somme toute, je trouve qu'il n'y a pas non plus énormément à dire, mais c'est quand même un super week-end pour McLaren, Fares et surtout Triumph. Je ne sais pas s'ils avaient déjà gagné un Grand Prix. McLaren, je crois qu'il a déjà gagné une manche l'année dernière. Je ne sais pas s'il avait gagné un Grand Prix,
Mais bon, Je quoi qu'il crois en pas, il soit, me semble que là, c'est ils son étaient premier. 1 et 2 de la première manche. Enfin, vraiment, ils étaient sur un nuage. Fares, en plus, à domicile, qui gagne la première manche. C'était vraiment, je pense, un très beau week-end pour Triumph. Malheureusement, Fares qui tombe en deuxième manche et qui fait un moins bon résultat. Mais dans l'ensemble, pour Triumph, c'était un petit peu rêvé, je pense. Et enfin, c'est ce à chaque étape que franchit Triumph, on le rappelle, mais moi je trouve que c'est une progression qui est quand même super rapide. Enfin, encore une fois, si on regarde Beta à côté, je pense que l'ambition n'était pas la même, mais voilà, enfin, tu vois, c'est beau, je trouve, pour Triumph d'entrer dans le motocross avec une moto complètement nouvelle. Parce qu'en plus, Beta, avant de faire du cross, ils faisaient quand même de l'enduro et tout ça. Ils n'étaient pas étrangers au tout-terrain. Là où Triumph, enfin, peut-être qu'ils faisaient des motos de Dakar, j'en sais rien, mais je sais ils n'étaient pas en enduro. Je pense pas qu'ils étaient en trial et clairement, enfin, ils ont jamais été en cross. Donc arriver en cross, il y a quoi, trois, c'est leur quatrième année, je crois maintenant. Et gagner un Grand Prix, faire 1-2 d'un Grand Prix MX2. On sait en plus que la catégorie 250, c'est quand même une catégorie où la puissance, c'est super important de la moto. Enfin, ouais, la moto est plus un facteur qu'en 450. C'est plus important d'avoir une bonne moto dans les catégories 250 qu'en 450. Et pendant des années, en plus, en MX2, on a eu quand même la suprématie KTM, qui est quand même encore là, hein, on va pas se mentir. Les pilotes KTM sont quand même constamment devant encore maintenant. Mais je trouve que pour une nouvelle marque qui est dans sa quatrième année, faire 1 et 2 d'une manche MX2 et gagner un Grand Prix, c'est quand même top. Ouais, non, c'est sûr que je me suis fait la même réflexion quand je les ai vus 1 et 2. Encore surpris, moi, personnellement, de Fares. Victoire en première manche. Dommage pour la deuxième. Du coup, il a dû passer par les pits. Et il n'a pas marqué de points, du coup, sur cette deuxième manche. Mais sinon, et puis McLellan, c'est comme ça, je Mm. n'arrive même Oui. pas à le prononcer, ouais, McLellan. Aussi surpris, je ne m'attendais pas à le voir si bon non plus. Puis je crois qu'il récupère la plaque rouge en plus de ça. Donc Triumph aura la plaque rouge le week-end prochain. Donc c'est beau. C'est beau pour Triumph et bien aussi pour ces deux gars-là que j'attendais pas spécialement à ce niveau-là. Ouais, clairement. Et puis oui, en plus, c'est ce que je me disais, Triumph, ils font ça avec McLellan qui bah, est clairement un très bon pilote, mais ils sont pas allés chercher un mec qui était déjà au top en MX2 pour aller gagner un Grand Prix et même mettre deux Mm. mecs sur le podium. Ouais, C'est ils ont fait vraiment, enfin, progresser un gars en plus quoi, sur leur moto. ouais. Fares, on l'avait déjà vu apparaître un petit peu en Grand Prix, un petit peu aux États-Unis, puis en Grand Prix. Il avait fait un petit peu des allers-retours comme ça, mais je crois que c'est sa première saison de Grand Prix complète, si je ne me trompe pas. Et il avait déjà essayé de faire une saison aux US, puis il s'était fait mal, il me semble. Il avait été signé chez Star Racing à une époque d'ailleurs. Et d'ailleurs, tu vois qu'il était, je pense, vachement jeune à l'époque, Fares, parce que quand tu sais qu'au-delà de 23 ans, tu es hors de la catégorie MX2, lui, il a eu le temps de faire tous ses allers-retours entre les deux championnats et il est éligible à la catégorie MX2. Mais donc, oui, vraiment, super pour Triumph. Mm. Sacha Konen, on a encore eu, bah, comme d'habitude, l'expérience complète. Des bons départs, une victoire en manche qualif, et puis une chute qui lui coûte. Il me semble qu'il était premier quand il chute, premier de la deuxième manche, je crois. Si je dis pas de bêtises, mais peut-être que je me plante Euh, complètement. non, c'est pas, c'est en première manche qui chute. C'est Parce en qu'il fait, première. ouais, là j'ai les résultats, il fait 2 de la deuxième manche et 7 de Ok. la première. Donc je crois que c'est en Ouais, première donc manche oui, qu'il ça doit chute. être en première manche. Mais il me semble En qu'il chute deuxième, quand il est en tête. en deuxième, il était en tête au début, il fait le shot et il se fait une frayeur un peu au début là dans un gauche. Il a la Ah jambe oui. droite, il se déséquilibre un peu, Hmm. donc il a failli y passer en deuxième, mais non, pas tombé en deuxième. Et puis sinon, Lagenfelder, de toute façon, l'année dernière, déjà, on avait remarqué que Lagenfelder, sur les circuits de sable, il était quand même moins bon. Ça n'a pas l'air d'être ce qu'il préfère, c'est pas là où il excelle, mais il sauve de gros points. Il finit, je crois, deuxième de la deuxième manche. Non, troisième du coup, derrière Konen. Ouais, il fait 3 et 3 pour Et, deuxième du euh, général. et donc, bon, bah, a priori, il perd la plaque rouge, mais il doit pas être très loin non plus de la plaque rouge au point. Donc, Hmm. pour l'instant, après deux épreuves, ça reste Lagenfelder, mon favori pour le titre MX2. Mais voilà, super week-end pour Triumph. Ouais, bah moi au final, je me dis que ça va peut-être être un peu plus passionnant que ce à quoi je m'attendais. C'est vrai que je m'attendais un peu à une domination quand même de Lagenfelder, surtout quand on voyait que Konen, bah, c'est un peu toujours la même chose. Du coup, il y a encore des chutes et tout. Donc on se dit, à la fin du championnat, ça va pas être très serré, même s'il va sûrement en gagner, Sacha. Là, bah ouais, on a McLellan, on a Fares qui peuvent faire de bons résultats et McLellan qui prend la plaque rouge. Donc on a potentiellement un autre gars aussi qui va se batailler devant. Donc c'est cool.
Avant de continuer à débattre, je voudrais juste m'adresser un petit peu à ceux qui nous suivent parce que je suis en train de débattre avec moi-même. Est-ce que je vais aller au Grand Prix de France à la Capelle Marival ou pas? C'est vrai que bon, c'est 85 balles le week-end, donc on en a déjà parlé les années précédentes. C'est quand même par rapport, tu vois, à une place de SX de Paris ou une place de Motocross des Nations, c'est quand même plus intéressant. Tu as quand même le championnat du monde. Mais le truc qui me freine, c'est que la Capelle Marival, j'y suis jamais allé. Et de ce que je vois à la télé, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément d'endroit en tant que spectateur où tu as une bonne visibilité de la piste, genre au moins la moitié de la piste que tu vois d'un seul endroit, tu vois. Parce que si c'est pour me taper les 6 il y a plus de 6 heures de route, je crois, de chez moi, et voir un virage tout le week-end, ça me botte pas, tu vois. J'ai envie, c'est ce que j'aime beaucoup avec Saint-Jean-d'Angély et Ernée, c'est que tu te poses à un endroit et tu vois toute la piste. Alors je sais que tous les terrains peuvent pas être comme ça, mais donc si il y en a qui nous regardent et qui sont déjà allés à la Capelle, je veux bien que vous me disiez s'il y a des endroits quand même qui sont vraiment assez bien pour les spectateurs, où on voit une bonne partie de la piste, ou si c'est quand même pas top pour la visibilité, pour m'aider à faire mon choix. Ce serait super sympa de votre part, merci. Et Clément, est-ce qu'on pense que Sacha Konen, un jour, il va corriger parce que là, ça fait quand même quelques années qu'on a ce qu'on a. Une très bonne vitesse, un peu accroché au guidon, je trouve quand même. Pas toujours très propre. Beaucoup de chutes, où heureusement, il se fait quand même rarement mal. A priori, il a dû faire du judo ou je sais pas quoi, mais il s'est tombé. Est-ce qu'on pense que ce qu'on a, c'est ce qu'on aura? Ou est-ce qu'il peut encore s'améliorer dans le sens de corriger vraiment ses défauts, j'ai envie de dire? Parce que moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à Stewart ou à James Stewart, où toujours très rapide, souvent par terre aussi. Et chaque début d'année, tu entendais Jeff Emig à la télé dire j'ai l'impression que cette année, on a un James Stewart plus mature, il fait moins d'erreurs et tout ça. Mais sauf que ça durait 4 courses et puis après, il se mettait sur le casque et tu te rendais compte qu'en fait, à la fin la plupart du temps, à la fin du championnat, il a perdu le championnat parce qu'il y a 3 courses où il a fini en dehors du top 10 parce qu'il s'est explosé, quoi. Ouais, je sais pas, j'ai envie de dire, moi, mon optimisme a envie de dire que on n'a jamais fini d'apprendre, jamais fini de progresser. Donc, j'ai envie de dire que c'est possible. Il peut changer et ça peut évoluer. Et puis, il est encore jeune aussi. Mais c'est vrai qu'il serait temps d'évoluer maintenant, quoi, parce que les années passent vite quand même. Et puis, plus tu vieillis, plus ça passe plus vite, en plus. Alors, Écoute-les, les deux vieux qui parlent de moto. donc, non, il y a un peu urgence à corriger parce que aujourd'hui, il est au point où il a la vitesse pour être champion du monde, mais ça fait partie des. Enfin voilà, s'il finit par se mettre par terre, et puis ça peut finir grave aussi à un moment donné, ça peut être grave sur une chute un peu trop lourde, parce que c'est vrai que je me souviens des chutes là qui se prend, même c'était en France, Saint-Jean-d'Angély, là, en bas de la descente, à pleine balle, j'aurais pas aimé la prendre celle-ci, comme Et plein d'autres honnêtement, d'ailleurs. parfois, il peut y avoir une chute beaucoup moins grave avec des conséquences bien pires. Il suffit de pas grand-chose, il suffit juste de mal tomber en fait. Ouais, c'est Et ça. le meilleur moyen d'éviter de se faire mal, du coup, c'est de pas tomber. Ouais, donc c'est vrai que c'est embêtant et qu'il serait temps que ça change. Après, je pense qu'en progressant peut-être un peu techniquement, ça limitera aussi justement d'être accroché au guidon et donc d'avoir une roue qui se place à un endroit où il faut pas. Après, moi, je suis un peu persuadé, tu vois, qu'il y a quand même euh, des une faculté justement de prendre l'information et d'avoir cette réponse motrice. On en parlait la dernière fois avec Jet, justement, qui sans doute a quand même des capacités un peu supérieures aux autres à ce niveau-là pour justement être capable de s'adapter aussi au moment où ça va partir en cacahuète ou qu'il arrive dans un trou qu'il n'avait pas spécialement prévu de prendre. Et je pense que malheureusement, il y a des gars qui ce petit manque, on va dire, au niveau de la prise d'information et surtout la réponse, la rapidité de la réponse pour pouvoir s'adapter de manière urgente parce que tu arrives dans un trou très vite en bas, en pleine balle dans une descente, mais il y en a qui ne l'ont pas forcément et qui pourront peut-être jamais le combler. Ou alors, en fait, encore aujourd'hui, je ne m'y connais pas assez là-dedans pour me dire comment tu peux entraîner le cerveau à répondre plus rapidement à une prise d'information qui va se passer en une fraction de seconde à chaque fois. Donc voilà, quand ça commence à rentrer dans le cerveau et la prise d'information, etc., c'est encore c'est très flou, c'est très compliqué, mais en tout cas, je pense que techniquement, si avec du progrès techniquement, on aura justement moins d'erreurs, moins de cabrioles, et dans ces cas-là, enfin, on le voit avec la Gunfelder, quoi, qui roule quand même beaucoup plus, posé au final, tu vois, il y a moins de déchets. Et ça va tout aussi vite. J'ai pas spécialement les temps autour là des manches, mais ça va tout aussi vite, voire plus vite. Et en tout cas, ça finit devant. Est-ce que son gabarit le limite techniquement?
Parce que c'est vrai qu'il fait quand même très petit sur la moto. Et je pose la question parce que je me dis que par rapport à un Lagenfelder qui a une taille plus moyenne, par exemple, quand il est debout, ben, mine de rien, la distance entre la selle et ses fesses, elle n'est pas la même, elle est plus courte. Quand il veut fléchir sur ses chevilles pour accompagner la suspension, ben, pareil, il se rapproche plus. Et disons que les mouvements de la moto, il peut plus vite se faire taper les fesses, par exemple, par la selle ou dans les trous et ce genre de choses. Et il a les bras aussi qui sont forcément moins longs pour laisser la moto vivre un petit peu en dessous de lui, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que tu penses qu'il est à un stade quand même où sa taille va l'handicaper techniquement ou tu penses que n'importe quel gabarit peut être aussi bon que Jet Lawrence sur une moto? Non, je pense que n'importe quel gabarit peut être aussi bon parce que forcément, ça va l'handicaper peut-être à certains endroits. J'imagine une série de vagues, tu vois, où bah là, si tu es un peu plus grand, c'est peut-être mieux justement pour bien caler la moto dans les creux et la faire travailler. Mais à la fois, plus tu es petit, plus le centre de gravité, tu l'abaisses sur toi et ta moto quand tu n'en fais qu'un bloc. Et donc, pour virer, par exemple, c'est mieux. D'être plus petit qu'un très grand, enfin qu'un grand même. Donc je pense que ça peut se compenser. Et là, je rejoins un coach de basket un jour qui me disait on arrive à un moment où il faut entraîner les points forts et arrêter de se concentrer sur les points faibles. Il y a des fois où tu as des points faibles, effectivement, bah, que c'est un point faible. Bah, plutôt que de t'entêter à essayer de corriger ce point faible, qui restera un point faible parce que enfin, tu as grandi avec ce point faible et là maintenant tu arrives au meilleur niveau avec ce point faible et que ça va être difficile de le corriger pour arriver à ce que ce soit un point fort même. Et ben concentre-toi sur tes points forts et deviens encore plus fort sur ces points forts, tu vois. Et derrière, voilà, pour une question de taille, je pense que là-dedans, il a tout à gagner dans des virages, dans le motocross, en super, enfin, il se destine aussi à faire du supercross, donc des virages, il y en a plein et c'est des endroits où tu gagnes beaucoup de temps aussi. Donc je pense qu'à un moment donné, il va peut-être falloir rentrer un peu moins vite dans un virage, tu vois, parce que tu le vois souvent arriver pleine balle, justement, en bas d'une descente trouée, pleine d'ornières. Bah, peut-être qu'il faudra lever le pied un peu là-dedans. Tu pourras pas rentrer aussi vite. Mais derrière, bah, tu pourras réaccélérer plus tôt avec le bon angle qui te permettra de virer super rapidement et tu gagneras du Ou temps au virer plus final. serré, du coup, peut-être avec un centre de gravité plus bas. Ouais, aussi, et en mettant plus d'angles sans que tu aies les roues qui décrochent, contrairement à un grand qui aura les roues qui décrocheront plus vite parce que le centre de gravité est plus haut. Donc, ouais, je pense que. Et puis, Ricky Carmichael mesurait combien? C'est quoi la différence de taille tu vois, entre Sacha et Carmichael? Elle doit pas être très grande, mais je pense que Sacha est plus petit. Ouais, je vais essayer de regarder ça, mais voilà, on a l'exemple quand même d'un Carmichael qui savait piloter une moto qui a été très 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 bon et sans être très grand. Et la plupart des bons pilotes de cross, de toute façon, n'étaient pas très grands parce que même Villopoto, il était pas particulièrement grand. James non plus. Je crois que Reed, il est un poil plus petit que moi et pourtant, il est déjà, je pense, en haut de la moyenne pour un pilote de cross. Donc, Et pareil avec Roxane aussi, je sais qu'il est 5 à 6 centimètres plus petit que nous, il me semble aussi. ah ouais, il fait genre un Ouais, 72, quelque chose comme ça. ouais, je crois qu'il fait ça, un 71 ou un Ouais, 72. Donc, ouais, c'est possible. en vrai, il est pas très grand. Et c'est vrai que tu les vois tous à côté. Et bah, Roxane, il fait pas petit. Mais en fait, nous, on serait à côté. On regarde pas d'en haut non plus, tu vois. Mais genre, Ouais. tu nous arriverais par là, quoi. Donc, Jérémy Martin aussi, 2 fois champion ouais. MXUS, c'était un petit gabarit. Mm, mm. C'est vrai, c'est vrai. Bon, parlons MXGP. J'imagine que tu es en train de regarder les tailles pour Carmichael et Ouais, Conan. j'essaie de checker vite fait, voir En si j'ai attendant, on l'info va parler un rapidement. petit peu MXGP. Et bah, tu vois, chez les Lakers, ils ont Luka Doncic qu'ils appellent Luka Magic. Et bah, chez KTM, ils ont le même. Mais sauf que c'est Luka Conan, Luka Magic. Lui, il a tout raflé ce week-end. Donc, j'imagine il avait juste besoin d'une petite course pour se mettre en jambes. Et que après, dans le sable, déjà l'année dernière, il était très très fort. De toute façon, il a toujours été très très fort. Il est belge, donc on sait que en Belgique, il y a beaucoup de terrains de sable et que généralement les pilotes belges sont bons dans le sable. Mais là, il faisait quand même face à Erlings, qui est l'autoproclamé roi du sable. Donc, même si bon, Erlings passe sur la Honda cette année, revient de je sais pas combien de blessures et tout, aller chercher les 3 manches devant Erlings, c'est pas une mince affaire. Et c'est un flex un peu, genre tu peux en être fier, je pense, de ça. Donc c'était en tout cas une belle domination de la part de Luka Konen. Et
Et ça me rassure pour lui par rapport à il y a 2 semaines. Et je pense qu'effectivement, ça devrait être un client. Après, j'attends de voir par rapport à Erlings, par rapport à Fèvre, même par rapport à Vial peut-être, au niveau de la régularité. J'ai l'impression que peut-être que ça manque encore de... À voir si lui, tu vois, en fait, les défauts de l'année dernière sont corrigés ou si, encore une fois, on va avoir ce qu'on a déjà eu. Et du coup, c'est un Lucas Konen qui peut être excellent, mais qui peut faire preuve d'un peu d'irrégularité. Ouais, je suis assez d'accord. Dominateur en tout cas ce week-end, il récupère le plaque rouge. Et après, Erlings a dit que la plus grosse marge de progression sur la Honda se ferait sur le sable. D'après lui, selon lui, en tout cas, dès qu'il est monté dessus, il a dit qu'il a senti qu'elle avait été développée pour être efficace sur la terre et du coup moins sur le sable. Donc c'est son ressenti. En tout cas, on verra s'il arrive à trouver des solutions et à être meilleur dans le sable. Mais c'est vrai que là, ça a été une démonstration ce week-end de la part de Lucas Konen. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce que ça va rester régulier aux avant-postes? Déjà, je suis content de voir que ça va mieux par rapport à la première épreuve. J'en attendais un peu plus à la première épreuve. Et donc, apparemment, il a eu un petit souci au niveau des yeux. Ou, bon, il se sentait Oui, pas c'est très bien. ça. Oui, j'ai entendu aussi qu'il avait pris de la terre dans les yeux à la première épreuve. Ouais, donc il se sentait pas très bien en tout cas, qui a un peu sauvé les meubles. Donc je crois qu'il finit 5 ou un truc comme ça. Donc c'est des bons meubles de sauver si c'était à un moment où il voyait pas très bien. Mais là en tout cas, ouais, dominateur. Donc à voir, est-ce que ça va persister? Parce que c'est sûr que s'il reste à ce niveau-là, par contre, tout le long, c'est en 4,50 que ça risque d'être ennuyant. Alors que à la base, on était censé avoir un très gros plateau. Euh, à voir. Ouais, après, c'est vrai qu'on a un gros plateau sur le papier, mais on se doute bien que on va pas avoir là. Enfin, on a Konen, Erlings, Fèvre, Vial, Geyser. Après, on veut ou pas mettre Renault en plus. De Wolf qui arrive. Adamo, je le mets pas dans la même catégorie. Pour moi, il est dans le tiers d'en dessous. Mais déjà là, on a 6 pilotes. On se doute bien que les 6 seront pas au top de leur forme toute la saison et que le championnat va plus se jouer entre 2 ou 3 mecs. Mais oui, c'est vrai que si Konen était aussi dominateur toute la saison, on risquerait de s'ennuyer. Mais à mon avis, sur d'autres surfaces, ça va pas être la même chose. Et puis je pense que, enfin, tu vois, Fèvre, il est aussi bon c'est du sable aussi pourtant, mais il est aussi très bon à Lommel. Et Erlings, à tout moment, il peut mettre 4 secondes autour à tout le monde. Donc je pense qu'on va quand même avoir des rebondissements tout au long du championnat. J'avais entendu dire avant même le début du championnat MXGP quand même, que les Konen, cette fois, ils sont pas déjà inscrits, mais c'est sur leur planning pour faire ça au Week. Il n'y a pas de concurrence de date, a priori, et cette année, c'est acté, ils vont le faire. Et ça m'a fait penser, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, un certain Tom Vial qui disait « J'ai hâte de revenir ici en 450 ». Je me demande, est-ce que Tom Vial, il le ferait pas en 450 sur la Honda, le South Week, avec tu vois, les Konen, ils viennent, peut-être que Vial aussi, il a prévu le même truc, tu vois. Ouais, peut-être. Tu crois qu'il Ou aurait alors il nous a anticipé menti. tu crois qu'il aurait anticipé si loin? Ouais, moi je l'ai plus vu en mode il y a trop de rumeurs sur moi, donc pour l'instant restez tranquille, je suis toujours ici, j'ai rien signé, plutôt que ouais, j'ai déjà signé et l'année prochaine j'ai signé en disant je reviens à Southwick, il n'y a pas de concurrence de date. Mais ouais, pourquoi pas. Petite aparté du coup sur les tailles, puisqu'on a donc Ricky Carmichael qui faisait 1m68. J'ai pas trouvé celle de Sacha Conan, donc si quelqu'un a la taille de Sacha Conan qui est dans l'entourage plus ou moins proche, on a Carmichael 1m68, McGrath 1m73, Stewart 1m70. Par contre, Chadrit t'as menti, il fait 1m80 et j'ai vérifié d'autres sources. Non. Du coup, parce que 1m80, j'ai regardé même en anglais, enfin 5'11, il fait là en. Ouais. Ah oui, moi je fais 5'10. Ouais, voilà, donc 1,80. Et par contre, effectivement, Villopoto 1,73 et même Tomac 1,75 qui est plus petit que nous. Donc tu vois, même Ouais. Tomac, je m'attendais pas à regarder de haut. Donc voilà, non, c'est vrai qu'un pilote et les meilleurs en tout cas sont souvent assez petits. Voilà. Ouais, Petite aparté après, sur la taille. bon, tu vas peut-être pas tous les chercher, mais tu vois, un Stéphane Everts, je me demande quelle taille lui il faisait. Mais Cairoli, sinon, on le sait aussi, il est plus petit, il était plutôt. Enfin, Ouais. il est dans cette moyenne-là, quoi, entre 1,70 et Hmm. 1,75, je pense, Cairoli. Bon, sinon, donc à part cet aparté de Tom Vial, peut-être à Southwick, pourquoi pas avec les Konen. Donc, alors là, par contre,
c'est limite, je suis en train de faire ma liste de souhaits, les gars, hein, j'ai rien entendu et donc je suis pas en train de lancer des rumeurs non plus. Mais bon, qui sait, peut-être. Peut-être. Disons qu'en fait, s'il vient, vous pourrez dire, enfin, moi, je pourrais vous dire que je vous l'avais dit, quoi. Et en même temps, s'il vient pas, je vous dis que je vous ai rien promis. C'est Donc comme peut-être ça, je me l'élément mouille qui pas. fera percer la chaîne si, si tu as le bon Bah ouais. pronostic. Et bon, sinon, donc on l'a touché déjà, mais Erlings, bah, vachement bien, hein. Deuxième course sur la Honda, première course dans le sable en championnat du monde. Il fait des deux manches. Malheureusement, il est allé se mettre par terre dans le départ de la manche qualif. Et je l'ai vu venir quand il était en train de remonter. Je me suis dit, me dis pas qu'il va revenir jusqu'à la 11e place, qui sera la dernière place qui paye pas de points et qu'il va pas réussir à rentrer dans le top 10 avec tout l'effort qu'il est en train de donner, tu vois. Bah, Et, j'ai pas vu les manches qualif pour le coup, mais ok, bah c'est exactement ce qui s'est passé. T'as vu quand même pas le highlight? même pas, même pas. Il est allé taper le talus au départ, en gros. Donc il partait pas forcément trop mal, mais il n'était pas non plus tout devant. Il allait taper le talus au départ. Et du coup, bah, il s'est relevé dernier avec De Wolf, qu'il avait embarqué avec lui, et pour revenir 11e. Mais il a cravaché pour aller la chercher, cette 11e place, hein. Il a donné pendant 20 minutes non-stop. Donc ouais, c'était dommage pour lui. Mais ouais, je pense que Erlings, ça va être costaud cette année quand même. Et c'est un peu la même chose. C'est l'histoire de sa carrière, mais s'il se fait pas mal, il va être extrêmement dur à battre. Et pour le coup, je le trouve quand même plus mature que les autres années, lui, pour Allez, l'avoir vu rouler voilà. là depuis le début. Mets Et, l'œil, vas-y. non, et ça me semble justement moins fougueux. Après, c'est parce que j'ai lu des trucs où il le dit lui aussi, qu'il a compris, et notamment en voyant Fèvre être champion du monde l'année dernière, donc je savais pas trop comment le prendre pour Fèvre. Mais il n'y avait pas besoin de coller 4 secondes à tout le monde pour être champion du monde, et que bah, le but c'était quand même, voilà, fallait revoir le but. Le but c'était d'être champion du monde et pas d'écrire sur sa bio Instagram pilote le plus rapide du monde. Donc ouais, il semble avoir quand même mûri. Et puis bah, vu la tonne de cheveux blancs, heureusement. Euh, ouais, à voir. Je pense qu'effectivement, ça va être un bon client. T'avais entendu sur le DV Talks Moto, je crois que c'est Marvin qui avait parlé de comme quoi Erlings, pendant super longtemps sur ses contrats, il n'avait pas de bonus pour la seconde place, c'était que les victoires. Ah ouais, je crois que j'ai entendu parler Et de ça. c'était à sa demande. Mm. Ça montre, mais je crois que maintenant il a des contrats normaux avec des bonus pour la seconde et peut-être même la troisième place. En tout cas, je sais qu'aux États-Unis, il y en a pour la troisième place. Après, en GP, je sais pas exactement comment ça se passe. Mais bon, ça montre, oui, aussi qu'il y a un petit ajustement quand même dans l'état d'esprit et un petit gain de maturité. Ouais. Ouais, alors, ensuite, j'ai noté Vial, départ ou rien, parce que c'est vraiment ça avec Tom Vial. C'est qu'avec un bon départ, il s'accroche, il prend le bon rythme et il joue parmi les pilotes de devant, même si là, de toute façon, ce week-end, il n'y avait rien pour Lucas Konen et pour Jeffrey Herlings. Mais voilà, et même, il s'est fait rattraper par Fèvre aussi en première manche. Mais ouais, s'il n'y a pas le départ, bah, c'est un mec de top 10, quoi, limite. Bah ouais, et puis même là, ça a dégringolé quoi. Il y a le départ, mais ça dégringole. Donc je sais pas si c'est physiquement qui peine un petit peu à faire ses manches sur la 450, ou si même en vitesse, tu vois, là c'est dommage de ne pas avoir les temps chrono pour voir un peu ce que ça dit, parce que, et je crois que pendant la manche justement, je cherchais un endroit pour avoir mais sauf que ouais, je la regardais en replay, donc je cherchais un endroit pour avoir les temps tour par tour aussi, pour voir si c'est vraiment lui qui craque, tu vois, durant la manche, si les chronos descendent, parce que je trouve qu'à la fin, quand il se fait remonter par Renault, par les gars qui étaient déjà un peu plus loin, ça, il se fait remonter, mais le gars de derrière fond sur lui comme neige au soleil. Donc, je me suis demandé quels étaient ses chronos à ce moment-là. Donc ouais, un petit peu plus déçu qu'à la première épreuve, forcément. Il avait commencé quand même fort. Et donc un petit peu déçu à ce niveau-là. Mais bon, j'espère que ça va progresser un petit peu. Et surtout physiquement, que ça va rester solide jusqu'au bout, quoi. Ouais, puis après, peut-être que c'est aussi un peu difficile de faire les manches sur la K50 sur le sable. Le sable, on sait quand même que c'est physiquement plus difficile que quand tu as des conditions boulettes. Et ensuite, peut-être qu'aussi ça rejoint, peut-être que Tom partage l'avis d'Erlings, comme quoi la moto fonctionne très bien sur la terre, mais manque encore de testing sur le sable. Et peut-être que moins à l'aise, du coup, plus accroché au guidon et dépense plus d'énergie. Donc c'est vrai que, bon, après, on fait une. Enfin, et moi le premier, hein, parce que c'est moi qui ai dit s'il n'a pas le départ, c'est juste un mec de top 10. On a encore peu de données pour tirer des conclusions, donc c'est un petit peu des conclusions hâtives. Mais c'est vrai qu'après, c'est un peu dans la veine de ce qu'on a beaucoup vu ces dernières années aux États-Unis, où c'est vrai que quand il part pas devant, c'est pas le mec qui va aller doubler 10 gars pour aller gagner une course, quoi.
Ouais. Oui, du coup, j'ai zappé Romain Fèvre. Dommage qui se met la tête dans le sable en deuxième manche, alors qu'il essayait de résister au retour de Geyser et qui termine pas la course. Il s'est coupé le souffle, pris un coup dans le ventre. A priori, rien de grave, mais bon, malheureusement, quand même beaucoup de points de lâcher là sur cette manche. Ouais, et puis quand j'ai vu que c'était justement souffle coupé et tout, je me suis dit, mais ça lui arrive souvent, lui, parce que ça lui était arrivé, je crois, aux Nations en Angleterre, où il était tombé, Ouais. il faisait une bonne manche aussi, il était tombé, c'était la même chose, souffle coupé. Ouais, pareil, aux Nations, elle avait vraiment pris le guidon dans Ouais, la ouais. poitrine. Enfin, moi, j'avoue que ça m'est déjà arrivé une fois où j'étais tombé sur le côté et ça m'a un petit peu écrasé les côtes sur le coup, tu vois. Et donc, bon, j'ai eu super mal aux côtes pendant 2 semaines, mais sur le coup, ouais, pareil, souffle coupé. Puis j'avoue que sur le coup, ça fait encore beaucoup de coups cette fois, mais euh, c'est assez. Tu sais pas comment faire pour retrouver ton souffle, tu sais, ça veut pas passer l'air. Hmm. Et tu te dis, bon, faut pas que je panique, mais en même temps, ce serait bien que j'ai de l'oxygène qui rentre. Enfin, je sais pas, c'était probablement peut-être déjà arrivé aussi, toi, quand t'es tombé sur le dos au boulot ou quoi. Non, justement, souffle coupé, non, pas spécialement. Ok. J'ai pas de souvenir, justement. C'est pour ça que c'est en plus, mais parce que j'imaginais, je me suis dit, tu vois, l'estomac, enfin, il a un pare-pierre quand même. Donc, s'il prenait un guidon, t'as quand même le pare-pierre qui coupe un petit peu. Après, si tu le prends dans les côtes, effectivement, c'est un peu différent sur le côté. Mais du coup, non, je crois que ça m'est jamais arrivé, en fait, d'avoir vraiment le souffle coupé. Et puis surtout, lui, je me suis dit, bah, c'est la deuxième fois que j'entends ça. Et puis sur lui, quoi, je l'entends pas spécialement sur d'autres pilotes, tu vois. Et donc, je me suis dit, bah mince, il y a un problème avec le souffle ou quoi, Romain, Hmm. là. Mais oui, heureusement déjà que ce n'est que ça, et dommage parce que bah, ça fait perdre des gros points alors qu'il était troisième. Et puis ouais, même lui, tu vois, mais je l'ai regardé en replay, au ralenti et tout, ça chute et c'est vrai que même moi, j'arrivais pas à voir. Après, l'angle n'aidait pas, mais bon, je pense qu'il a perdu un peu l'avant à un moment donné et ça a raccroché d'un coup parce que bah, effectivement, j'essaie de chercher un peu bah, quelle était C'est vrai l'erreur. qu'il fait pas une grosse erreur. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment, tu vois perdre un petit peu, et bam, là par contre, ça raccroche d'un coup. Et alors là, il va comme ça, il a même pas le temps de mettre la main, bam. Je Mais pense qu'il y effectivement, au avait début, je pensais que c'était la tête. un peu de fatigue et Hmm. poussé à travers la fatigue parce qu'il voulait pas laisser passer Geyser. Et je pense qu'il y avait un petit peu de ça où physiquement, il était quand même plus aussi frais qu'au début. Ouais. Et bon, Renault, il fait un bon Grand Prix. J'ai plus son résultat en tête, mais je me souviens m'être dit que bah, après deux épreuves, c'est solide. C'est pas non plus le Renault qui gagne la première épreuve de l'année dernière, mais c'est pas trop mal. Ça va dans le bon sens. Ça fait 4-6 pour Renault pour quatrième du général. Voilà. Donc tout ça, c'est bon pour les nations de Ernée quand même, parce que a priori, on va quand même avoir quelques bons pilotes parmi lesquels choisir. Et alors, on arrive pour terminer ce podcast à Team Geyser. Parce que moi, j'ai eu une révélation quand même ce week-end en regardant Team Geyser. Je pense que c'est un petit peu le casque et la tenue Alpine Star qui font ça, mais en fait, j'ai l'impression de voir Sexton sur une Yam. Hmm. Et j'ai l'impression qu'en plus, Geyser sur la Yam, c'est vraiment Sexton sur la Kawa, genre même galère un peu, tu vois, genre. Ensemble. On est bon, mais il y a quelque chose qui va quand même pas trop parce qu'on n'est pas au niveau auquel on devrait être. Ouais. Bon, Geyser, là, il remonte quand même troisième du coup de la deuxième manche, donc c'est un résultat très encourageant. Mais c'est vrai que jusque-là, c'était un petit peu. Lui qui pourtant a gagné la plupart de ses courses de préparation, ben là, en Grand Prix, c'était pas sensationnel. Ouais. Non, je suis assez d'accord. Au début, un peu inquiet. Après, là, justement, on a pas mal de monde. Donc, c'est vrai que tu l'oublierais presque. Tu regardes devant, Conan, Erlings, Avial au début, puis Fèvre. Donc, bah, il en manque un. Tu le cherches pas spécialement parce que tu as déjà beaucoup à te mettre sous la dent. Mais c'est vrai qu'au final, il n'était pas spécialement au rendez-vous. Déjà, à la première, c'était un peu compliqué. Là, ça continue. Et puis, j'ai vu passer un truc, justement, une interview où il disait qu'il avait peut-être un peu sous-estimé le travail qu'il y avait à faire et qu'il se pensait un peu plus près que ça. Et Hmm. malgré bah, les courses d'intersaison, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Et puis surtout quand tu changes de marque, de team, etc. De tout l'hiver à te questionner est-ce que je suis bien au même niveau et on en parlait tout à l'heure avec Cooper Webb qui le sentiment intérieur aussi n'est pas forcément celui qui se passe réellement et notamment avec l'âge aussi. Moi je trouve en tout cas en tant que pilote du dimanche matin qui vieillit que bah, déjà je sais que je prends moins de risques que quand j'étais un peu plus jeune et il y a des fois où quand je remonte sur la moto au boulot j'avais l'impression d'aller aussi vite que l'année dernière tu vois et au final bah, faudrait que je compare les temps chrono même si bon la piste n'était pas forcément exactement défoncé pareil ou quoi que ce soit mais pour se donner quand même une indication il y a des fois où je me sens un peu plus rapide tout ça et puis au final ouais tu compares des chronos ou quoi
Bah, pas spécialement. Donc c'est peut-être un peu le cas aussi pour un certain Team Geyser. Non, je pense pas que ce soit peur, lui, pour le coup, de prendre moins de risques. Hein. On voit que les risques, ils les prennent. Mais effectivement, tu montes sur une nouvelle moto. Au début, tu recommences tranquille. Est-ce que tu es réellement revenu au niveau auquel tu étais l'année dernière et sur une autre moto? Bah, c'est difficile de savoir. Donc il faut quelques courses de préparation. Mais il n'y a que la vraie course qui le montre et qui permet aussi la remise en question et qui fait peut-être qu'il va réussir justement à sortir un peu plus ses doigts ou à trouver des solutions si c'est la moto pour rouler devant. Et j'espère quand même qu'on va l'avoir devant. Ce serait bien là qu'on l'ait devant avec les autres. Ouais. Mais sinon, après, j'avoue que même au niveau pilotage, à part le fait qu'il a le dos un peu moins droit et je pense qu'il a l'airbag donc qui est un peu plus gros, je trouve que position sur la moto et tout, il me fait vachement penser à Sexton. Ouais, la position, je sais pas trop, mais oui, je pense que Le gabarit aussi, un peu ça, ouais. quoi. Et puis le casque, effectivement, la tenue proche du corps aussi, Et ça y même ressemble la beaucoup, dynamique avec Erlings, j'ai l'impression que tu as le Erlings qui est le jet du GP, tu vois, où s'il se fait pas mal, bah, de toute façon, il va gagner, cherchez même pas, les gars. Et que tu as le Geyser qui est un peu le Sexton, où il est presque aussi rapide, mais à la régulière, bah, pas autant, quoi. Ouais. Et qui va vite et qui se met souvent par terre, sans forcément lui se faire mal. Mais parce que c'est vrai que Geyser, il tombe beaucoup aussi. Ouais, mais là, ça va avec la Yam. Après, je te dis, j'ai pas beaucoup Ouais, vu, mais après, là, ça va avec la YAM, il a fait 2 grands prix, il a sauté une fois sur un retardataire déjà. ouais, mais ça, un retardataire qui sautait pas la table, compliqué. Ouais, mais il le voit pas. Non, mais tu vois, Sexton, la prise d'information, elle est où là? Tu l'as pas vu le retardataire qui sautait pas? Ouais. Bah voilà, c'était un petit peu mes analyses pas très pertinentes du GP d'Andalousie. Autre chose? Euh, non, je crois pas. On Hein. n'a pas parlé de Valin en 250, enfin en MX2, mais Un c'était peu pas mieux. mal, mais sans. T'as dit quoi? Ouais, un peu mieux, mais Ah oui, sans ouais. casser 8 pattes et 2 canards. Exactement. Mais bon, en tout cas, il a pas perdu de gros points et je pense il peut se battre pour ce titre, Valin, mais pour l'instant, il en manque un petit peu. Mais je pense qu'il peut y avoir une petite montée en puissance qui l'amène ensuite à se battre pour des victoires de manière très régulière. Ouais, bah c'est vrai que pour revenir à ce que je disais, quand même, là dans la continuité, parce qu'on en parlait avant la première épreuve, mais même après cette deuxième, toujours un peu déçu comparé à ses courses de préparation où il a fait les meilleurs temps, je le disais dans le précédent podcast, les meilleurs temps que les 4,50 à Sommières. Il a fait justement la pole, sur la super pole, la pole. Tout le monde confondu, donc c'est vrai que je l'attendais quand même bien meilleur que ça, et enfin ça a vraiment fait l'inverse entre Vial et, et Valin sur mes pronostics. Je m'attendais vraiment à ce que Valin soit devant et joue la gagne, et à l'inverse, Vial un peu plus derrière. Et au final, ouais, j'ai été surpris dans le sens inverse. Mais effectivement, peut-être que ça va progresser quand même un petit peu et arriver à rouler pour des victoires, quoi. Et après, tu vois, je parlais de Sacha Konen où ce qu'on a, c'est ce qu'on a eu, et à mon avis, on aura toujours la même chose. Valin, si on compare à il y a un an, Valin, il y avait beaucoup d'engagement, ça roulait assez vite, mais en même temps, ça se mettait beaucoup par terre et ça se faisait une entorse à la deuxième épreuve, au poignet. Et là, on n'a pas ses erreurs. Il est réellement un pilote de top 5 dès le début de la saison. Et je trouve qu'en fait, il entame cette saison là où il a terminé la précédente et où il y avait déjà eu une belle courbe de progression tout au long de la saison 2025. Et en fait, c'est là où je trouve que c'est encourageant. Donc, ouais, j'en ai pas trop parlé parce que c'est vrai qu'il me semble il fait 6 et 5, c'est ça? Ou 5 et 6. Alors, moi, quand je l'ai regardé, il était aux alentours de la 6e place en tout cas. Je sais pas exactement où est-ce qu'il a fini. 4 Mais et 6. 4 et 6. Pour 5e du général, du coup? 4. Ah bah c'est mieux payé que... Qui c'est qui fait 19 avec 17-18, tu m'as dit tout à l'heure? C'était un supercross là. 4,50. Attends, j'y retourne vite fait. Bah, c'était pas. Ah non. Mais non, c'était pas en Supercross parce qu'il y avait 2 Eh non, résultats. oui, c'est le Brésilien Enzo Lopes. Enzo Exact. Lopes, ah oui, voilà, Enzo Lopes qui lui fait 17-18 pour 19 au général en MXGP. Donc ouais, Valin c'est quand même mieux payé. Mais donc oui, moi je trouve que c'est un début de saison qui n'est pas flamboyant, mais très encourageant pour Mathis.
Oui, et effectivement, et en plus, il l'avait mentionné aussi. Je pense qu'il a fait une bonne auto-analyse. Il a dit voilà, après une première année, j'ai un peu tout fait. J'ai eu de la bonne vitesse, j'ai eu des bonnes chutes. Il a eu un peu de tout, quoi. J'ai eu des galères, j'ai eu une victoire, voilà, j'ai eu un peu de succès. Donc j'ai eu un peu de tout. Donc maintenant, voilà, deuxième année, forcément un peu plus près. Et puis j'ai envie d'être champion du monde. Donc voilà, effectivement, pour l'instant, je pense qu'il en manque un petit peu. Mais c'est vrai que je pense qu'il a pris un peu quand même conscience de toutes ces choses-là et que effectivement il peut pas rouler accroché au guidon et sinon ça finit par terre et c'est pas comme ça qu'il va gagner. Donc effectivement, j'attends de voir une petite montée en puissance pour aller chercher des victoires de manche et de Grand Prix. Bon, et ben écoute, je pense que c'est tout pour cet épisode, hein. Je crois. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. Ce week-end, c'est Supercross de Détroit et je sais même pas s'il y a un MXGP. Si, il y a la Suisse directement ce week-end. Non, je crois qu'ils avaient dit la semaine prochaine. Et ouais, ça enchaîne. Donc nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 70, 7-0. Et tout simplement, bah, on parlera, contre toute attente, on va parler du Supercross de Détroit et du Grand Prix de Suisse. Mais merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à MGT Design et MGT Design Racewear, évidemment. N'hésitez pas à aller les voir sur Instagram, @mgtdesign-mx pour les décos, @mgtdesign-racewear pour les tenues. Vraiment, ça vaut le coup. C'est des tenues proches du corps. Les coloris, les motifs... il y a déjà de très belles propositions, mais en plus, ils pourront faire tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et merci Clément, et à la semaine prochaine. Ciao.